Merci beaucoup. Alors effectivement, pour ceux d'entre vous qui sont pressés parce qu'ils doivent aller à un match de tennis, une soirée ou autre activité essentielle de cette nature, le digital, c'est aujourd'hui une des activités dont l'empreinte carbone croît le plus vite sur Terre. Donc c'est pas du tout quelque chose qui dématérialise et qui permet de faire baisser les émissions. Ça a comme effet l'exact inverse, mais j'y viendrai à la fin de cet exposé. Puisque, comme on m'a appris à l'école, je vais essayer de prendre le problème par le début. Donc il est question de vous parler de transition énergétique. Alors j'ai changé le titre à la dernière minute. Finalement j'ai décidé que, je sais pas quoi, le grand machin à rallonge que je vous proposais, c'était moins parlant que ce que je vous propose maintenant. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui nous sommes lost in transition, c'est-à-dire que on fait une transition, mais on sait pas trop pour laquelle et ni pourquoi. Et une des raisons à cela, c'est que le problème à traiter est mal compris. En règle générale, il fait l'objet d'énormément de malentendus, alors qu'ils sont assez faciles à comprendre quand on prend le temps, mais malheureusement, il faut prendre le temps. Donc, on va parler de transition énergétique. Et alors, on va faire comme au bac de philo auquel vous avez dû sacrifier il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'on va parler de transition énergétique, on va s'occuper des mots qu'il y a dans transition énergétique, et je vais commencer par le second, c'est-à-dire énergétique, et on va donc commencer par discuter d'énergie. Alors voilà le prof le plus connu de France, beaucoup plus connu que tous vos enseignants, 6 millions d'élèves à chaque fois, enfin maintenant il est parti à la retraite soi-disant. Vous savez qu'en général, il demandait pour la question à 1 million, est-ce que la figure qui est en haut à gauche du timbre de 84 centimes est en train de se gratter le nez ou de se regarder les pieds? Bon là, en l'occurrence, on va imaginer qu'il pose une question qui est beaucoup plus triviale, beaucoup plus simple. Vous savez qu'en France, il y a un ministre chargé de l'énergie. Hein, il y en a un. Donc, on va demander à la population française, d'après vous, c'est quoi l'énergie? Bon, je vous fiche mon billet que si je pose la question, y compris au ministre chargé de l'énergie, 9 fois sur 10, je vais obtenir une mauvaise réponse, qui n'est pas exactement celle qu'il faudrait avoir. En fait, si vous demandez aux Français ce que c'est que l'énergie, la majeure partie de mes concitoyens vont vous faire une réponse assez simple, qui est ça, que l'énergie, c'est une facture. Donc l'énergie, c'est un truc qu'on paye. Et du reste, je vais vous montrer que c'est pas un gros souci, de deux manières différentes. Qui dans cette salle est occupant de son logement et paye ses factures d'électricité ? Dans les gens qui viennent de lever la main, qui connaît le montant de sa dernière facture? À l'euro près? Bon, une. Maintenant, qui dans cette salle est locataire? D'accord? Alors, parmi les gens qui viennent de lever la main, qui connaît le montant de son dernier loyer? C'est à peu près les mêmes, hein, d'accord? Donc, ce que je viens de vous montrer avec ce petit test très simple, c'est qu'en fait, l'énergie, c'est quelque chose, c'est une facture, certes, dans l'esprit de beaucoup de gens, mais c'est une petite facture, en fait. Donc, on n'y fait pas attention, parce que si on prend les choses sous cet angle, en fait, c'est pas beaucoup. Si vous rapportez la totalité des dépenses pour l'énergie dans le monde à la totalité de ce que les gens gagnent, donc c'est très simple le calcul que j'ai fait, j'ai pris la totalité de l'argent qu'on dépense pour acheter du pétrole, du gaz, du charbon, pas encore des énergies transformées, hein, du pétrole, du gaz, du charbon. Eh bien, j'arrive au fait que c'est quelques pourcents de ce que les gens gagnent dans le monde. Et à ce moment, si on voit l'énergie comme une facture, le réflexe qu'on va avoir, c'est je vais m'en occuper quelques pourcents du temps. Et puis le reste du temps, je m'en occuperai pas. Du reste, je suis sûr que M. Poilane ne s'occupe pas d'énergie H24. Il s'occupe éventuellement d'énergie le jour où on vient le voir en disant la facture d'électricité est un peu élevée. Le reste du temps, il s'en fout comme de l'an 40 parce que ça fait absolument pas partie de son écran radar et de son tableau de bord. C'est pas dans les trucs qu'on lui demande de gérer. Alors si je fais cette analogie, c'est pour dire que malheureusement, ce que vous allez comprendre dans pas longtemps, c'est que cette façon de voir les choses est aussi pertinente que si je dis votre cervelle c'est 2% de votre masse, donc vous pouvez vous en occuper ou bien la traiter 2% du temps. Voilà. Le reste du temps, c'est pas la peine, c'est juste 2% de votre poids, d'accord. Si je vous en enlève la moitié, ben vous ferez 1% moins performant, c'est pas très grave, vous arriverez encore à trouver des employeurs. Alors évidemment, ce raisonnement est complètement invalide. En fait, ce raisonnement en part de camembert, vous savez, hein, en pourcentage, masque le lien de dépendance d'une part de camembert à une autre part de camembert. Hein. Donc c'est peut-être 2% de votre poids, votre cervelle, mais vous êtes 100% dépendant de son existence.
Hein. Et vous avez dans votre corps un certain nombre de glandes qui produisent des hormones, dont soit le poids de la glande, soit le poids des hormones est considérablement inférieur à 2% de votre poids, et pourtant, si je vous les enlève, je vous fiche le bazar dans votre organisme. Donc l'énergie, c'est peut-être quelques pourcents de ce qu'on dépense, mais ce que vous allez comprendre, c'est que c'est 100% de ce qui fait le monde moderne, et qui vous a notamment permis d'arriver dans cet amphi au lieu d'être occupé à ramasser des patates. Donc la bonne réponse, c'est pas que c'est une facture, ou plus exactement, oui, c'est une facture, mais c'est une manière anecdotique de voir le problème. Alors après, il y a un deuxième slogan qui a été le deuxième réflexe pavlovien, on va dire, quand on parle d'énergie, c'est « faut l'économiser ». Là, vous avez tous entendu ce slogan, la meilleure énergie est celle qu'on n'utilise pas. Eh ben, c'est une énorme ânerie. La meilleure énergie est bien celle qu'on utilise, et c'est bien parce qu'on s'est gobergé d'énergie jusqu'à maintenant de manière croissante que la civilisation technologique a pu émerger. Sinon, vous seriez totalement inutile, moi aussi, du reste. Ça, je vais vous montrer dans pas longtemps. Troisième réflexe pavlovien, l'énergie, il faut la faire 100% renouvelable. Alors, certainement. Sauf que quand on regarde d'à peu près ce qui vient de se passer sur les 2 siècles qui nous ont précédés, en fait, on a passé notre temps à faire l'exact inverse. On avait par exemple une marine 100% renouvelable, que voici, avec des voiles en coton et en lin, parfaitement renouvelables, propulsée par le vent, parfaitement renouvelable, construite avec du bois, parfaitement renouvelable. Et on s'est dit quand même, pour faire venir vos ordinateurs de Taïwan et de Chine, c'est quand même vachement mieux d'avoir de la marine fossile, ça marche mieux. Ensuite, on avait des transports terrestres parfaitement renouvelables. Donc, on avait des animaux renouvelables, mangeant de l'herbe renouvelable, tirant des charrettes en bois renouvelables, etc. Puis on s'est dit non, quand même, pour alimenter le supermarché, c'est quand même vachement mieux d'avoir des transports fossiles, c'est quand même plus efficace. On avait une agriculture 100% renouvelable, vous voyez, avec des engins de traction parfaitement renouvelables, mangeant une nourriture parfaitement renouvelable qui s'appelle de l'herbe. Puis on s'est dit non, quand même, pour avoir un Big Mac, non pardon, pas de pub, à quelques euros seulement, c'est quand même vachement mieux d'avoir une agriculture fossile, ça marche mieux. Et puis on avait des travaux publics parfaitement renouvelables, donc il fallait des pelles et des pioches pour faire les voies romaines. Et puis on s'est dit non, quand même, pour faire des ronds-points, c'est très important les ronds-points dans notre pays, eh bien c'est quand même beaucoup plus efficace d'avoir des travaux publics fossiles, ça marche mieux. On avait de la construction parfaitement renouvelable, donc 1 siècle pour faire Notre-Dame en V1. Hein, en V2, ça ira plus vite. Ou bien 1 an pour faire des grands cornichons à la Défense. Maintenant, grâce à la construction fossile, c'est quand même beaucoup plus efficace. On avait une industrie parfaitement renouvelable, avec des moulins à eau parfaitement renouvelables et des forges utilisant du bois, en fait, qui n'étaient pas du tout renouvelables. Ça a contribué à la déforestation en France. Et on s'est rendu compte que pour faire vos baskets, vos meubles, vos tables, vos chaises et vos lits, c'était quand même beaucoup plus efficace d'avoir une industrie fossile, que ça marchait vachement mieux. Donc on s'est dépêché de le faire. Et enfin, on avait même des séchoirs à luzerne, qui sont parfaitement renouvelables, qui s'appelaient le Soleil. Et aujourd'hui, on a des séchoirs à luzerne à gaz, que voici. Donc, on a passé notre temps sur les 2 derniers siècles, à passer du renouvelable au fossile, alors de 2 choses l'une, ou bien nos ancêtres étaient des crétins patentés, puisqu'il faut faire 100% renouvelable, ou bien il y a une raison physique à ça. Et en fait, il y a une raison physique à ça. Et alors normalement, tous les gens qui sont rentrés dans cet amphi savent que négocier avec les lois de la physique, c'est compliqué. Hein, on peut les connaître, on peut les apprivoiser, on peut les exploiter à notre profit, mais les changer parce qu'elles nous déplaisent, ça marche pas bien, quoi. Et ce que vous allez comprendre, parce que ça va être un des propos pendant ma conférence, c'est de vous montrer que malheureusement, une partie de la transition qu'on essaye de faire en ce moment dans les pays occidentaux, c'est justement penser qu'on va changer les lois de la physique par un vote à l'Assemblée nationale. Voilà, donc je suis prêt à prendre les paris sur mes propres économies contre qui veut, que c'est pas complètement sûr que ça marche. Donc on a 3 mauvaises réponses, et en fait la bonne réponse, la voici. L'énergie, c'est ce qui nous a permis de devenir Superman pour de vrai. L'énergie, c'est ce qui permet de voler, là, comme l'individu qui a traversé la Manche, ou bien quand on vous met dans une grosse boîte de conserve qui s'appelle un avion. L'énergie, c'est ce qui permet de se déplacer à 800 km/h, de ne pas avoir chaud, de ne pas avoir froid, de soulever des charges absolument monstrueuses, ça s'appelle un tractopelle ou une machine, ou une grue. C'est de tout transformer à la vitesse de la lumière. Voilà. Donc on est devenu Superman pour de vrai grâce à l'énergie. C'est en fait ça, l'énergie, et c'est justement pour ça qu'on a moyen envie de s'en passer. Alors si je reviens maintenant à des choses qui vous ont un peu fait mal à la tête dans vos jeunes années, enfin vos plus jeunes années plus exactement, on va revenir à de la physique de base, ça va permettre de mieux comprendre de quoi on parle. En fait, l'énergie, vous l'avez tous vu dans les merveilleux exercices qu'on vous a demandé de résoudre pour rentrer ici. Je pourrais le résumer en disant que c'est ce qui permet de quantifier le changement d'état d'un système.
D'accord, c'est ça l'énergie, c'est ce qui quantifie le changement d'état d'un système. Quand vous avez un système qui change de température, de vitesse, de forme, de composition chimique, de composition atomique, de position dans un champ avec lequel il interagit, etc., n'importe lequel de ces changements met en jeu de l'énergie. Et d'une manière générale, plus vous avez d'énergie qui entre en jeu, plus la transformation est importante, et symétriquement, plus la transformation est importante, plus de l'énergie est entrée en jeu. Donc l'énergie, c'est pas juste un machin qu'on manipule comme ça, histoire de faire des débats sympathiques pour savoir si on est pour ou contre l'éolien. Avant toute chose, c'est une grandeur physique, régie par des lois, qui ne dépendent pas de nous, et cette grandeur physique, elle quantifie le changement d'état des systèmes, c'est-à-dire qu'elle quantifie la transformation de l'environnement. Et dire qu'on utilise de plus en plus d'énergie, ça n'est rien d'autre que de dire qu'on est capable de transformer de plus en plus vite l'environnement. C'est juste ça que ça dit, avec ses effets bénéfiques et ses effets désagréables. Alors, comme vous le savez, l'énergie, comme toute grandeur physique, comme je le disais, est soumise à des lois qu'on ne modifie pas par un vote à l'Assemblée nationale. Et alors, il y en a une que vous connaissez évidemment, puisque je pense que si vous la connaissez pas, c'est quand même un peu ennuyeux vu les études que vous êtes en train de faire, qui est la loi de conservation, au premier principe de la thermodynamique. Et cette loi dit un truc très bête, qui est dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur, la quantité d'énergie se conserve rigoureusement au cours du temps. Si j'applique ça à l'humanité, ça veut dire que l'humanité, chaque être vivant, tant qu'il ne communique pas avec l'extérieur, il ne peut pas disposer d'énergie. C'est bête, c'est tout con, hein. Sinon vous seriez Merlin l'Enchanteur, ce que vous n'êtes pas. Donc, pour utiliser de l'énergie, en fait, en pratique, il faut aller la chercher dans l'environnement, là où elle est déjà, et la mettre dans un convertisseur qui va permettre de nous rendre un service, ce qui en pratique est transformer l'énergie en autre chose. Le premier convertisseur que nous avons eu à notre disposition, historiquement, c'est nous-mêmes. Nous sommes des machines à transformer l'énergie. On transforme l'énergie chimique contenue dans nos aliments en mouvement, un peu, chaleur, beaucoup. Hein? Donc, nous sommes des convertisseurs d'énergie. Nous ne sommes malheureusement que ça. Je ne sais plus qui a dit nous ne sommes que chimie, nous ne sommes que convertisseurs. Très désagréable. Donc c'est le convertisseur historique qu'on utilise, et l'énergie historique qu'on utilise, c'est celle qui est contenue dans les aliments, c'est-à-dire c'est de l'énergie photosynthétique séquestrée. Hein, c'est ça l'énergie qu'on utilise. Et puis avec le temps, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser d'autres convertisseurs à notre profit. Alors la première chose qu'on a faite, c'est d'utiliser d'autres convertisseurs biologiques qu'on a domestiqués ou asservis. Donc c'est soit les animaux domestiques, soit les esclaves. D'accord ? C'est d'autres convertisseurs biologiques, puis on les exploite. Ça permet de transformer plus vite l'environnement pour les hommes qui ne sont pas, des esclaves. Ensuite, on a découvert qu'on pouvait domestiquer des énergies non biologiques, ou des convertisseurs non biologiques, au travers du feu, de la force du vent, de la force de l'eau, etc. Donc on a développé toutes les énergies renouvelables. Et puis là-dessus, Watt, Papin et leurs petits copains sont arrivés, et on dit on peut faire beaucoup mieux que ça. Là, vous avez rien vu jusqu'à maintenant. On va utiliser des convertisseurs faits de métal, ça va s'appeler des machines, et alors là, vous allez voir ce que vous allez voir en termes de puissance disponible et de capacité à transformer l'environnement. Et en fait, l'histoire de l'énergie chez les hommes, c'est l'histoire de la domestication d'un nombre croissant de convertisseurs ou d'un nombre croissant de types de convertisseurs et d'un nombre croissant de sources d'énergie existant déjà dans l'environnement. Ce qui veut dire que utiliser de l'énergie, à partir de maintenant, vous barrez énergie et vous remplacez par machine ou par convertisseur. Alors convertisseur, c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais vous remplacez par machine. Donc utiliser de plus en plus d'énergie, en fait, ça porte un nom extrêmement simple, c'est utiliser de plus en plus de machines. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on augmente notre consommation d'énergie, on augmente notre capacité à transformer l'environnement dans un temps donné. Alors ces machines, elles ne sont pas petites par rapport à nos carcasses, elles sont même surpuissantes par rapport à nos carcasses. On va imaginer que, comme vous êtes jeune et sportif, vous alliez faire tous les matins avant de prendre le petit déjeuner pour vous mettre en forme, 2000 mètres de dénivelé, une ascension de 2000 mètres de dénivelé. Donc une ascension de 2000 mètres de dénivelé, c'est 6,6 fois l'ascension de la Tour Eiffel à pied. Voilà, j'ai pas compté le nombre de fois où vous devriez monter la butte Montmartre, mais enfin vous pouvez le faire aussi bien que moi. Et si vous faites ce genre d'exercice, qui est un exercice qui est quand même sympathique, où c'est la moitié de l'ascension Chamonix-Mont-Blanc, c'est bien, voilà, dans la journée, ça fait un petit truc sympa. Eh bien, une fois que vous avez fait cet effort, la quantité d'énergie que vous avez fournie
est un ridicule demi-kilowattheure. Si vous faites E égale mgh, avec un corps, enfin une masse de 90 kg et une ascension de 2000 mètres, vous vous retrouvez avec 1,8 mégajoules, c'est-à-dire un demi-kilowattheure. Donc, vos jambes ayant fourni un effort assez significatif sur une journée, tout ce que j'ai à l'arrivée, c'est un demi-kilowattheure d'énergie mécanique. Si j'imagine que vous faites ça un jour sur deux, ou vous faites une étape du GR20 tous les jours que Dieu fait, eh bien, à la fin de l'année, vous aurez fourni 100 kWh d'énergie mécanique. Donc, retenez qu'un homme au travail de force, avec son organisme, en utilisant les plus puissants de ses membres, c'est-à-dire ses jambes, est capable de fournir 100 kWh d'énergie mécanique sur une année, en gros. Si vous utilisez non pas vos jambes, mais vos bras, et puis un petit peu votre dos aussi, qui aura mal, et que vous décaissez 6 mètres cubes de terre dans une journée, la densité de la terre étant ce qu'elle est, ça fait 15 tonnes, E égale mgh toujours, eh bien vous êtes 10 fois plus ridicule que mon alpiniste, c'est 0,05 kWh d'énergie mécanique que vous fournissez en une journée, avec 15 tonnes de terre décaissées d'1 mètre, et si vous faites ça un jour sur deux, à la fin de l'année, c'est 10 kWh d'énergie mécanique que vous aurez fourni. Alors il se trouve que 10 kWh, c'est la quantité d'énergie thermique, pas mécanique, mais thermique, que vous avez dans la combustion d'un seul litre d'essence. 1 litre d'essence, pas 253 ou 3000, 1 litre d'essence, qui coûte, comme chacun sait, le prix scandaleusement élevé de 1,50 €. Donc dans 1 litre d'essence, vous avez 10 kWh d'énergie thermique. Alors, comme vos petits copains des ponts et des mines ne savent pas faire des machines de Carnot avec un rendement de 1, on se demande vraiment ce qu'ils foutent, eh bien, vous n'avez avec ces 10 kWh que 2 à 4 kWh d'énergie mécanique en sortie. Il n'empêche que dans 1 litre de pétrole passant dans une machine, vous avez quand même la même capacité à transformer l'environnement que dans 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain. Dans 10, oui c'est ça, ou 10 à 100 personnes travaillant sur un jour. Dans 1 litre de pétrole. D'accord? Donc avec 3 litres de pétrole, vous vous achetez, entre guillemets, la même capacité à transformer l'environnement qu'un être humain travaillant avec ses bras toute l'année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ce qui a fait la productivité du travail, c'est ça. Ce qui a fait la hausse du pouvoir d'achat, parce que la hausse de la production, c'est ça. Ce qui a fait, enfin, toute l'évolution du 19e et du 20e siècle tient dans ces facteurs multiplicatifs. Toute. Ce qui tient également dans ces facteurs multiplicatifs, c'est ce qu'on a coutume d'appeler la hausse de la productivité du travail. Parce que le kilowattheure humain, qui, si je paye mon employé au SMIC, valait en prix d'aujourd'hui quelques centaines à quelques milliers d'euros, je l'ai remplacé par un kilowattheure de machine qui, en coût marginal, me coûte quelques dizaines de centimes, c'est-à-dire quelques centaines à quelques milliers de fois moins que ce que me coûte l'être humain au travail. Donc en fait, la formidable hausse de la productivité du travail, le fait que les gens soient devenus considérablement plus productifs, c'est pas juste parce qu'on est intelligent ou c'est pas parce que vous êtes tous devenus Shiva avec 98 paires de bras et 253 paires de jambes, c'est parce que nous nous sommes adjoints des machines qui travaillent pour nous et qu'on continue à mettre au dénominateur simplement les gens qui existent sur Terre. C'est ça la raison fondamentale de la hausse de la productivité du travail. C'est pas venu de Mars, c'est venu de l'énergie et des machines. Imaginons maintenant que je prenne un esclave. Il y a eu des esclaves dans le monde, vous savez, souvent, longtemps. Alors un esclave, il est exactement comme les autres êtres humains, c'est-à-dire qu'il n'a que sa puissance musculaire à sa disposition. Et puis, en général, l'esclave, c'est pas une vocation de jeunesse. Donc, quand vous utilisez un esclave, vous allez devoir aller le chercher contre sa volonté, l'empêcher de vous trucider, l'empêcher de ficher le camp, le nourrir, le vêtir, etc. Eh bien, quand vous regardez ce que vous coûte le kilowattheure de travail d'esclave avec toutes les dépenses que je viens d'évoquer, vous vous rendez compte que ça coûte encore 10 à 100 fois plus cher que la machine qui n'est pas syndiquée, qui travaille H24 et qui a strictement rien contre sa condition de machine. La raison pour laquelle l'esclavagisme a disparu dans le monde, dans l'essentiel du monde, c'est pas parce que notre code génétique fait de nous aujourd'hui des êtres fondamentalement bons, alors qu'il y a 2 siècles, nous étions fondamentalement malfaisants. C'est pas du tout ça qui a fait disparaître les esclaves. Ce qui a fait disparaître les esclaves, c'est le pétrole. C'est la machine qui a fait disparaître les esclaves. Parce que ça n'a strictement aucune espèce d'intérêt de s'emmerder à asservir son semblable, alors que ce qu'on a fait, encore une fois, pendant des millénaires, les citoyens libres de Rome étaient assis sur une armée d'esclaves qui cultivaient leur nourriture pour eux.
Hein. Le servage a existé pendant tout le Moyen-Âge, enfin par l'esclavagisme pendant tous les Romains, le servage pendant tout le Moyen-Âge, etc. Donc ce qui a libéré les esclaves, c'est les machines, c'est-à-dire l'énergie. J'ai raisonné énergie, je peux raisonner puissance, je vais arriver à des conclusions similaires. Donc mon randonneur du GR20, là, il me fournit une puissance moyenne qui se balade entre 100 watts s'il utilise ses jambes et 10 watts si c'est un antipodiste, non. Et 10 watts si il pelte de la terre. Le premier tracteur venu développe la même puissance que quelques centaines de paires de jambes ou, soit dit en passant, quelques dizaines de vrais chevaux. Donc vous donnez un tracteur à un agriculteur, exit quelques centaines d'autres agriculteurs qui ne sont absolument plus nécessaires pour les travaux mécaniques des champs. Exit les animaux de trait qui, soit dit en passant, nous faisaient concurrence sur l'usage des sols. Je vous signale que le gros inconvénient des animaux de trait, c'est qu'ils ont besoin de la surface, de la même surface que celle qui nous est utile pour manger eux. Hein? Donc un monde avec que des tracteurs et pas d'animaux de trait peut héberger beaucoup plus d'êtres humains que si on a besoin de revenir aux animaux de trait pour remplacer les tracteurs. Un engin de travaux publics développe la même puissance que quelques milliers de paires de bras. C'est la raison pour laquelle on peut construire une maison en quelques mois pour le prix de quelques années de salaire. Ça et les cimenteries et autres machines qu'on a mises à notre service. Un camion développe la même puissance que quelques milliers de fois les jambes de son conducteur. Un avion, 1 million de fois les jambes du pilote. Et un laminoir, ça développe la même puissance que toute l'Île-de-France à qui j'aurais donné un marteau pour taper sur des tôles. Vous voyez, si je supprime le laminoir de Fos-sur-Mer pour créer de l'emploi et remplacer ça par des franciliens qui tapent sur les tôles, il n'y a plus d'étudiants à télécom. Voilà, c'est plus la peine de venir vous enquiquiner à écouter les profs. Vous avez un marteau et vous tapez sur des tôles toute la journée. Voilà. Vous, plus tous les autres. Tous les franciliens, moi aussi. Donc ce petit inventaire très rapide, parce qu'il n'y a évidemment pas que ces machines-là dans le monde qui nous entoure, vous montre à quel point nous avons construit un monde fait de monstres d'acier et de métaux divers qui sont nos esclaves des temps modernes et qui travaillent pour nous. Hein, c'est très exactement ça qu'ils ont fait. Alors la nourriture de ces esclaves des temps modernes, voilà comment elle a évolué. Vous avez ici la quantité d'énergie, je ne sais pas si je dois dire utiliser ou consommer. J'aime pas tellement le mot consommer en ce qui concerne l'énergie, puisque l'énergie ne peut pas se détruire. Donc, le mot consommer, on devrait dire transformer. En fait, si on était orthodoxe, on ne devrait pas dire production d'énergie, on devrait dire extraction ou transformation d'énergie, et on ne devrait pas dire consommation d'énergie, on devrait dire usage ou à nouveau transformation. Hein. Donc, on va dire usage. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a 1 siècle et demi, nos ancêtres, alors ça c'est une moyenne mondiale, hein, utilisaient en moyenne 5000 kWh par an. C'était essentiellement du bois et ça servait à l'époque essentiellement à se chauffer et à alimenter les forges et à alimenter les premières machines à vapeur. Et puis avec le temps, l'usage du bois par personne tend à diminuer. Je dis bien par personne parce que au total, c'est pas vrai. Et vous voyez apparaître d'autres usages qui vont se développer. Alors le premier usage qui va se développer, c'est le charbon. Le charbon alimente au début les machines à vapeur et la production d'acier. Aujourd'hui, son usage dominant, c'est la production électrique. Les 2/3 du charbon extrait d'une mine dans le monde finissent leur vie dans une centrale électrique et symétriquement, la production électrique au charbon, c'est le premier mode de production électrique dans le monde. Alors pourquoi est-ce qu'on produit de l'électricité avec du charbon? Parce qu'une centrale électrique dans le monde, c'est pour l'essentiel une machine de Carnot, là aussi. On produit de la chaleur en grande quantité, avec laquelle on produit de la vapeur, avec laquelle on fait tourner une turbine. C'est vrai des centrales à charbon, des centrales à gaz, des centrales à pétrole, des centrales nucléaires, des centrales à biogaz. D'accord ? Dès que vous avez une source de chaleur, c'est comme ça que ça marche. Et soit dit en passant, dès que vous avez une source de chaleur, Monsieur Carnot étant inflexible, vous avez n'importe quoi entre 50 et 70% de la chaleur initiale qui part aux petits oiseaux. Parce que 1 - T2 sur T1. Voilà, c'est comme ça. Ce que vous voyez, c'est que c'est que la quantité de charbon utilisée par personne n'a jamais décru depuis qu'on a commencé à utiliser du charbon. Jamais. Et les Français ont fortement augmenté récemment leur consommation de charbon. Vous allez me dire, il a fumé la moquette, où est-ce qu'il y a une mine de charbon en France? Il n'y a pas de mine de charbon en France, mais ça, c'est made in charbon. Made in China, là, c'est made in charbon. Et d'une manière générale, toutes nos importations made in China ou made in India ou made in Taïwan sont made in charbon.
Une large partie de Japon, c'est aussi made in charbon, en ce qui concerne leur production électrique, etc. Donc les Français, comme ils importent de plus en plus de biens manufacturés, en fait, ils augmentent leur quantité de charbon consommée par personne. Ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Par-dessus le charbon, et pas du tout en remplacement, est arrivé le pétrole. Alors le pétrole a un usage très différent du charbon. Il se trouve que le pétrole est l'énergie qui permet d'avoir la plus grande quantité de kilowattheures par unité de poids de toutes celles que nous manipulons. Or l'uranium, mais c'est un peu particulier, parce que c'est difficile d'emmener son petit réacteur nucléaire dans sa voiture. Donc pour toutes les autres énergies, la densité d'énergie maximale par unité de volume ou par unité de poids est atteinte pour le pétrole. Donc c'est la raison pour laquelle le pétrole s'est imposé dans la mobilité, alors que la première voiture à dépasser les 100 km/h était une voiture électrique, comme vous le savez peut-être, la jamais contente, au début du XXe siècle. Et la raison pour laquelle c'est pas la voiture électrique qui a percé, alors qu'on essaye de la faire percer aujourd'hui, c'est parce que la densité d'énergie dans un kilo de batterie est considérablement plus faible que la densité d'énergie dans un kilo de pétrole. Dans un kilo de batterie plomb-acide, vous mettez 35 Wh. Dans un kilo de batterie lithium, vous mettez 10 fois ça, 300. Dans un kilo de pétrole, vous mettez 12 kWh. Donc c'est la raison pour laquelle le pétrole s'est imposé dans la mobilité. Et aujourd'hui, 98% de ce qui roule, vole ou navigue utilise du pétrole. Donc c'est vraiment l'énergie reine de la mobilité. Le gaz est venu se rajouter par-dessus, l'hydroélectricité est venue se rajouter par-dessus, le nucléaire, et alors là, ça c'est ce qui excite tout le monde, les nouvelles énergies renouvelables. L'éolien, le solaire, le machin, etc. Alors quand vous regardez les ordres de grandeur, question, comme je vais vous dire à la fin de cet exposé, si on veut pas trop faire les azous avec le changement climatique, c'est mal parti, soit dit en passant, il faut que la totalité des émissions mondiales ait disparu dans les 40 ans qui viennent. Question, est-ce que vous pensez que c'est essentiellement en comptant sur ces trois trucs-là qu'on va y arriver? Moi, quand je vois les ordres de grandeur, je me dis, pas sûr, peut-être qu'on ferait bien d'explorer d'autres trucs. Bon, voilà. La réalité du monde d'aujourd'hui, c'est que l'essentiel de l'énergie qui permet de faire fonctionner le parc de machines qui fait de nous Superman ou Superwoman, c'est des énergies fossiles, et c'est toujours autant des énergies fossiles que depuis qu'on s'excite sur le changement climatique dans les discours. La quantité d'énergie qui est mise à la disposition de chaque terrien actionne un parc de machines par terrien qui a multiplié la puissance musculaire de chaque terrien par environ 200. Donc en fait, grâce à l'énergie et aux machines, la force productive de l'humanité aujourd'hui, c'est pas celle de 7 millions de bonshommes, c'est celle de 1400 milliards de bonshommes. D'accord ? Donc si on n'avait pas les machines et l'énergie, pour avoir la même production que celle qu'on a sur Terre, avec juste des muscles, il faudrait être 1400 milliards de bonshommes sur Terre. Bon, ça poserait un tout petit sujet agricole, d'espace. Évidemment qu'on n'y arriverait pas. Je vous le dis encore autrement. Ça veut dire que le terrien ordinaire vit comme s'il avait 200 esclaves à sa disposition H24. Le Français ordinaire, pour lui, ça va plutôt, grâce à ce costume de Superman, être 600. Et les gens qui sont dans cette salle, moi inclus, comme vous faites partie des catégories socio-professionnelles supérieures, c'est plutôt entre 1000 et 2000 que ça se balade. D'accord ? C'est ça, la réalité du monde qui nous entoure. Alors, ces esclaves des temps modernes, vous en avez ici un tout petit sous-ensemble, je dis bien un tout petit sous-ensemble. Vous avez des dizaines, des centaines de milliers de machines qui bossent pour nous. Prenons un exemple tout bête, le fait que vous soyez tous habillés, c'est illégal d'être tout nu. Eh bien, pour vous habiller, opération qui a pris quelques dizaines de secondes, allez, quelques minutes pour les plus lents et les plus hésitants, eh bien, vous avez indirectement mobilisé à votre profit des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de machines qui travaillent dans les champs, dans les teintures, dans le filage, dans le tissage, dans le transport, dans la construction des magasins, dans les entrepôts, etc. Enfin, des machines absolument partout, dans la fabrication des engrais qu'on a utilisés pour les cultures. Enfin, voilà. Donc, vous avez mobilisé à votre profit des milliers, des dizaines de milliers de machines, mais comme on est tous devenus des urbains déconnectés des flux physiques, on s'en rend pas compte. D'accord ? Le paysan de l'ancien temps, il comprenait bien qu'il était dépendant de ce qui se passait dans son champ. Vous ne voyez pas les machines qui travaillent pour vous. Donc vous ne comprenez pas que vous en êtes dépendant. Ça demande un effort intellectuel important de se rendre compte qu'on en est dépendant. Mais c'est exactement ce qui se passe. D'accord ? On est dépendant de tout ce parc de machines. Qui n'a jamais entendu dans cette salle que la France était un pays tout nucléaire ? Ah, il y en a un qui lit jamais la presse. Un deuxième ? Non ?
Bon. Donc les autres, vous avez tous entendu au détour d'un débat télévisé, d'un article de journal, etc., que la France était un pays tout nucléaire. Alors, voilà un très bel exemple de fake news. Il y en a 1 milliard dans la presse sur ces sujets. Voilà un très bel exemple. J'ai regardé, enfin pas moi, mais mon excellente équipe à Carbone 4, a tripatouillé les statistiques nationales sur la consommation d'énergie. Et on a regardé quelle était la consommation des machines de ce pays en fonction de l'endroit où la machine se trouve. Alors, si la machine se trouve quelque part pour fabriquer un objet, ça s'appelle industrie, que cet objet soit une bouteille ou une paire de chaussettes ou une pièce d'Airbus. Et à ce moment, elle est rangée dans cette colonne-là. Si la machine sert à déplacer des personnes ou des marchandises, elle est dans la colonne transport. Si la machine est dans un lieu où on travaille hors fabrication d'objets, ça s'appelle tertiaire, essentiellement un bureau, un hôpital, une école, etc. Si la machine est chez vous, ça s'appelle résidentiel. Donc là, les aspirateurs, les ascenseurs, les ventilateurs, tout y passe. Hein, la dernière console de jeu. Et si la machine est dans les champs, c'est là. Et l'énergie qui permet à cette machine de fonctionner a été graduée ici en kilowattheure, ou plus exactement en milliards de kilowattheures. C'est ce qu'on appelle de l'énergie finale, c'est-à-dire c'est l'énergie qui rentre dans la machine, par opposition à une énergie qu'on appelle aussi primaire, qui est l'énergie qui rentre dans le système énergétique. Donc l'énergie primaire, c'est celle qu'on prend dans l'environnement et qui rentre dans le système énergétique, d'où il sort des énergies finales, de l'électricité, des carburants raffinés, etc., qui rentrent dans les machines. Entre les deux, vous avez évidemment des pertes. C'est les pertes dans la production électrique, les pertes dans le raffinage, etc. Donc là, c'est l'énergie finale. Et ici, vous avez l'énergie primaire dont est issue l'énergie finale en question. Donc par exemple, tout ce qui est rouge, c'est ce qui vient du pétrole. Et alors maintenant, je cercle ce qui, dans notre pays, vient des combustibles fossiles. Et je vous pose la question, vous êtes rédacteur en chef dans un journal, et un journaliste met, en ce qui concerne l'énergie, la France est tout nucléaire, est-ce que vous laissez passer le titre? Normalement, non. On confond en permanence dans ce pays énergie et électricité. En permanence. Et nos débats sur l'énergie sont avant tout des débats sur l'électricité. Alors, j'y reviendrai peut-être au moment des questions, il y a 1 milliard de raisons à ça. Mais on se focalise dans notre pays essentiellement sur l'électricité. Alors quand les gilets jaunes gueulent, on se dit, ah, tiens, on va s'occuper un peu de la taxe carbone sur les carburants. Mais globalement, enfin voilà, le débat est essentiellement focalisé sur l'électricité. Je vous ai montré tout à l'heure l'approvisionnement énergétique par personne. Alors il se trouve que l'approvisionnement énergétique par personne ne donne pas toute l'histoire, puisqu'il faut aussi donner le nombre de personnes sur Terre. Vous avez ici l'évolution de la population humaine depuis que notre espèce s'est sédentarisée il y a à peu près 10 000 ans. Alors c'est pas un hasard que notre espèce se soit sédentarisée il y a 10 000 ans, c'est parce que 10 000 ans, c'est la fin de la dernière grande transition climatique que nous ayons connue, nous notre espèce, qui s'appelle la déglaciation. Il y a 20 000 ans, on était au cœur de la dernière ère glaciaire, j'ai beaucoup plus froid, j'en parlerai tout à l'heure. Puis le climat s'est réchauffé, parce que le climat varie de façon parfaitement naturelle, pas sur les durées aussi courtes que celles qu'on connaît aujourd'hui, mais il varie de manière parfaitement naturelle. Et ça a réchauffé le climat jusqu'à il y a 10 000 ans où ça s'est stabilisé. Et à ce moment, alors autant dans un climat instable, c'est compliqué de se sédentariser quelque part, parce que les conditions vont changer trop vite pour que vous ayez le temps de vous adapter en permanence. Autant, une fois que le climat s'est stabilisé, vous pouvez le faire. Donc on s'est sédentarisé, on a développé l'agriculture, les villes, etc., dont nous sommes les très lointains héritiers. Alors à ce moment-là, la planète compte quelques millions de bipèdes. N'allez pas demander si c'est 5, 4,9 ou 3,8. L'ordre de grandeur, c'est quelques millions. Alors vous voyez que ça augmente doucettement, puis de temps en temps ça se contracte, il y a des grandes épidémies, etc. Et puis au moment où on arrive au début de la révolution industrielle, nous sommes un peu plus d'1 milliard, pardon, un peu moins d'1 milliard, sur cette planète. Et là, en l'espace de 2 siècles, on va voir la population multipliée de façon absolument considérable. Et l'une des raisons, c'est précisément parce que nous avons disposé d'énergie à profusion qui a permis d'augmenter la production agricole, qui a d'abord d'augmenter les auxiliaires agricoles, puis ensuite directement les machines dans les champs, de mieux conserver les aliments, d'avoir de la prophylaxie, etc. Donc le fait qu'on soit aujourd'hui quelques milliards sur Terre doit à l'abondance énergétique. Bien évidemment, quand vous voyez cette évolution qui est quasi hyperbolique, on peut se poser raisonnablement la question de savoir si ça va durer très longtemps.
Hein. C'est pas complètement sûr. C'est-à-dire, je ne suis pas complètement persuadé que le point d'équilibre de la population humaine sur Terre sur quelques siècles ou quelques milliers d'années, ça soit 8 milliards d'individus. Hein. Vraisemblablement beaucoup plus bas que ça. Si je fais énergie disponible par personne fois nombre de personnes, j'arrive à cette courbe en ce qui concerne, enfin à ce graphique, en ce qui concerne l'énergie qu'on utilise dans le monde. À nouveau, ça c'est le petit machin dont on parle dans la presse, et ça c'est la réalité de ce qui se passe. Si on parle non pas quantité mais variation, voilà un petit calcul que je me suis amusé à faire. J'ai représenté ici sur ce graphique, non pas la quantité d'énergie qu'on utilise par énergie, mais la manière dont chaque énergie avait varié entre 2000 et 2018. Alors entre 2000 et 2018, qu'est-ce qui se passe? Il se passe deux choses, une qui va vous concerner vous, une qui concerne d'autres. Un, il se passe ce qu'on a coutume d'appeler l'essor des ENR, d'accord, l'essor des énergies renouvelables. Et deux, un autre truc qui est l'essor de l'informatique. Alors, un premier constat que vous pouvez facilement faire, c'est si l'essor de l'informatique avait permis de faire baisser ces trois termes-là, qui sont les termes qui nous enquiquinent, ça se verrait. Donc aujourd'hui, ils ne baissent pas du tout. En fait, les trois énergies qui ont le plus augmenté sur les 15 dernières, enfin sur les 20 dernières années, c'est les énergies fossiles. Donc aujourd'hui, l'idée qu'on a dématérialisé l'économie en mettant de l'informatique partout, il y a une première manière très simple de voir que c'est pas vrai. C'est que les énergies fossiles ont continué à augmenter encore plus vite qu'avant. Hein. La deuxième chose que vous voyez, c'est que c'est bien les énergies fossiles qui ont augmenté le plus, considérablement plus que le solaire, l'éolien ou même l'hydroélectricité, qui est le premier terme d'augmentation des énergies renouvelables sur cette période. Donc, c'est pas parce qu'on cause qu'on fait. C'est pas parce qu'on se raconte à nous-mêmes qu'il se passe des choses que c'est vraiment ça qui se passe. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est très exactement sur la même trajectoire qu'avant qu'on commence à parler du changement climatique et avant qu'on dise que l'informatique dématérialisait. Tout ça évolue de manière extrêmement continue. Vous avez ici l'évolution de la production électrique dans le monde. Alors, l'évolution de la production électrique dans le monde, là, je vous la représente simplement depuis 1985. En 1945, la consommation électrique mondiale était du même ordre de grandeur que la production électrique française aujourd'hui. D'accord ? La consommation électrique mondiale en 1945 était du même ordre de grandeur que la production électrique française aujourd'hui. Donc vous êtes né, et même moi je suis né, dans un monde dans lequel l'électricité est un truc ordinaire. Il faut savoir que c'est extrêmement récent dans l'histoire des hommes et des femmes. Extrêmement récent. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que pour le moment, la production électrique augmente fortement. Si je vous avais masqué l'axe des abscisses ici en vous disant, grâce au numérique, on est devenu plus efficace, je vous aurais mis au défi de me dire de quand date le début du numérique sur ce graphique. Évidemment, personne n'aurait trouvé. Vous ne voyez aucune inflexion dans la quantité d'électricité consommée dans le monde à cause du numérique. Zéro. Vous ne voyez pas que ça ralentit, rien du tout. Ça évolue exactement comme avant. 40% de la production électrique mondiale est faite avec du charbon. Le charbon, donc comme je vous le disais, on le brûle. Brûler un hydrocarbure, c'est oxyder de l'hydrogène et du carbone, donc ça fait du CO2, il n'y a pas moyen d'y échapper. Donc 1 kWh électrique au charbon, ça vous fait 1 kg de CO2. Après, vous avez à peu près 25% de la production mondiale qui est faite avec du gaz. Alors le gaz a beau être naturel, c'est génial ça, le gaz est naturel, donc ça peut pas faire de mal. En fait, non, le gaz naturel est une énergie fossile, comme les autres énergies, c'est la moins carbonée des trois. Mais vous savez, les génies du marketing ont oublié de s'occuper du cas du charbon et du pétrole, parce qu'ils auraient pu appeler le pétrole naturel, ce qui est parfaitement le cas, le pétrole est naturel. Et ils auraient pu dire du charbon naturel. Et c'est parfaitement le cas, le charbon est naturel. Puis on aurait eu des mines de cuivre naturelles, de bauxite naturel, de diamants naturels, enfin tout ce qu'on trouve dans la nature est naturel. En fait, nous n'utilisons que des ressources naturelles, puisque tout ce qu'on utilise se trouve dans la nature. À nouveau, tel Merlin l'Enchanteur, nous ne faisons pas apparaître de nouveaux éléments dans le tableau de Mendeleïev avec une baguette magique. Ils se trouvent tous dans la nature, ils sont déjà là. Donc le gaz, 25% de la production électrique mondiale et 400 grammes de CO2 par kilowattheure. Il y a du pétrole, un peu, pas beaucoup.
Alors pas beaucoup parce que ça vaut cher, mais il y en a quand même un peu parce qu'il y a des espèces de moteurs d'avion qui s'appellent des turbines à combustion qu'on utilise dans les réseaux électriques pour avoir de la puissance disponible de façon quasi instantanée. Alors c'est un mauvais rendement, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, ça coûte très cher, mais on en a quand même un peu. Après, les deux grands modes décarbonés que nous avons sur Terre sont d'abord l'hydroélectricité. Alors il y a quand même un peu de CO2 parce qu'il faut faire le barrage, donc il faut faire du ciment et de l'acier. Et ça fait du CO2. Et puis le nucléaire, il y a aussi un peu de CO2 parce qu'il faut aller chercher l'uranium, le transformer, etc. Alors dans le cadre du barrage, il n'y en a pas beaucoup parce qu'une fois que le barrage est construit, l'eau qui passe, ça émet pas. Et en ce qui concerne le nucléaire, une fois que la centrale est construite et que l'uranium est allé dans la mine, enfin qu'on a cherché l'uranium dans la mine, le reste n'émet pas de CO2. Et il faut des petites quantités de matière pour libérer des grandes quantités d'énergie en ce qui concerne le nucléaire. Et pour vous qui avez fait des études brillantes, vous allez tout de suite comprendre. Quand vous avez une réaction chimique, c'est-à-dire un réarrangement de la couche électronique, l'énergie mise en jeu est typiquement de quelques électronvolts par atome. Quand vous avez un réarrangement du noyau nucléique, eh bien, par exemple, une fission d'uranium, l'énergie mise en jeu est typiquement de 200 millions d'électronvolts par atome. D'accord? Donc, quelques électronvolts pour une réaction chimique, quelques centaines de millions d'électronvolts pour une réaction nucléaire. Ce qui veut dire que la quantité de matière qu'il faut manipuler pour obtenir de l'énergie nucléaire est considérablement inférieure à la quantité de matière qu'il faut manipuler pour obtenir la même énergie par voie chimique. C'est-à-dire, par exemple, une combustion. Et donc, comme le nucléaire manipule des très petites quantités de matière, ça veut dire que même si la manipulation d'un kilo de matière émet beaucoup de CO2, ramené au kilowattheure produit en sortie de centrale, ça vous fait des émissions qui sont très faibles. C'est juste pour cette raison physique que les émissions ne sont pas élevées. Et enfin, là, vous avez les nouvelles énergies renouvelables qui ne sont pas des énergies zéro carbone. Parce que vous avez aussi des combustibles fossiles, parce que si les énergies sont renouvelables, le collecteur, lui, ne l'est pas. Une éolienne, c'est 10 à 20 métaux. Un panneau photovoltaïque, c'est 20 métaux. Donc il faut aller les chercher avec des engins de mine, enfin il faut aller chercher le minerai, il faut faire la métallurgie amont, il faut faire de la chimie amont, il faut faire des transports intermédiaires. Tout ça émet du CO2. Donc vous avez aussi du CO2 dans les énergies renouvelables. Vous en avez plus ou moins que dans les alternatives, mais vous en avez. Donc à chaque fois, il faut compter. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un job pour les ingénieurs dans cette affaire, qui est de compter d'abord et d'avoir une conclusion ensuite. Alors le gros problème, c'est que vos chefs qui s'appellent des politiques, ils font l'inverse. D'abord, ils ont une conclusion et ensuite, éventuellement, ils comptent, pas souvent, le moins possible. Les slogans, c'est quand même beaucoup plus facile à manipuler. Et soit dit en passant, quand vous êtes patron d'une grande entreprise, vous êtes aussi très tenté par les slogans, beaucoup plus faciles à manipuler que de changer les business models. Donc, les énergies renouvelables, c'est pas zéro carbone. Et si je prends des batteries pour aller derrière, les batteries, c'est de la métallurgie. Vous savez que dans une batterie, vous avez toujours besoin de métal. Et la raison pour laquelle c'est le lithium qui est préféré aujourd'hui, c'est parce que le lithium est le plus léger des métaux disponibles sur Terre. Et comme l'énergie d'ionisation, c'est quelques électronvolts par atome, quel que soit le poids de l'atome, plus votre atome de métal est léger, plus vous pouvez mettre une grande quantité d'énergie par unité de poids. Donc c'est la raison pour laquelle on va chercher du lithium pour faire des batteries performantes. Et on ne fera rien de mieux que la métallurgie du lithium tant qu'on fait des batteries électrochimiques. Ça c'est pour cette raison. La batterie, c'est de la métallurgie, et donc vous avez aussi du CO2 dans la fabrication de la batterie. Par exemple, une voiture électrique, la fabrication de la voiture, donc l'acier, réduction du minerai de fer, ça fait du CO2, plastique, pétrochimie, ça fait du CO2, etc. La voiture elle-même, c'est autant d'émissions que la batterie. Ou inversement, la batterie de la voiture, c'est autant d'émissions que la voiture. Que le reste de la voiture. Donc c'est pas complètement négligeable de fabriquer une batterie. Ça peut être intéressant quand même. Une voiture électrique en France, c'est plus intéressant qu'une voiture à pétrole, de moitié à peu près, mais c'est pas zéro. Donc dès que vous voyez dans un titre d'article de presse, c'est zéro CO2 parce que c'est je sais pas quoi, renouvelable, machin, etc., électrique, c'est faux. C'est toujours faux. Ça peut être peu, c'est jamais zéro. Alors dans cette histoire, je vais en revenir à ma facture du début. Une facture, comme vous le savez, ça s'exprime en euros ou en dollars, enfin en monnaie. Donc une facture, ça s'exprime avec un prix. Un prix, ça résulte d'un raisonnement économique. La formation des prix, c'est quelque chose qui vient d'un raisonnement économique. Et dans le raisonnement économique qu'on enseigne encore aujourd'hui aux chères têtes blondes ou brunes que vous êtes, et qu'on m'a enseigné quand j'avais votre âge,
eh bien, il y a un postulat de départ qui est un non-dit. On ne vous le dit pas, il est implicite dans ce qu'on vous dit, mais il n'est jamais explicite. Donc là, je vous l'explicite. Le postulat de départ, c'est que la nature est gratuite. Alors, vous allez me dire, bon, ouais, la nature est gratuite. Ben, ça se discute. Ça se discute parce que la totalité du PIB mondial aujourd'hui dépend du fait qu'il y ait 20% d'oxygène dans l'air. Si demain matin, je supprime 20% d'oxygène dans l'air, qui est parfaitement gratuit, que devient le PIB mondial? Zéro. On est d'accord? Si je supprime une atmosphère respirable sur Terre, il n'y a plus d'hommes, parce qu'on meurt tous, et donc il n'y a plus de PIB. Donc, le fait que les ressources naturelles soient gratuites ne veut pas dire qu'elles ne sont pas indispensables. Donc, on a fait une théorie, et qui a été explicitement décrite par cet homme-là et tous les gens de ses contemporains, qui dit que si on fait ça, ça vaut zéro. Parce qu'à partir du moment où la nature est gratuite, entamer un actif qui vaut zéro, ben ça vaut zéro. Vous êtes d'accord avec moi qu'une partie de zéro, c'est toujours zéro. C'est le grand mérite des éléments absorbants, de l'élément absorbant de la multiplication. Donc, on ne verra pas venir par les prix les problèmes qu'on s'apprête à avoir avec un défaut de ressources naturelles. Parce que les ressources naturelles ne sont pas dans la formation des prix. Alors, si je dis les choses un peu autrement, le système productif tel qu'on le schématise aujourd'hui, c'est que vous avez deux agents productifs qui sont le capital et le travail. Et grâce à ça, le supermarché est rempli. Vous êtes d'accord? Capital et travail ont rempli le supermarché. Alors, ce que dira l'ingénieur, s'il regarde ça d'un tout petit peu, il dira, d'un tout petit peu près, il dira, ben, ces produits sont faits d'éléments, des 92 éléments du tableau de Mendeleïev. Ils sortent d'où là-dedans, là? Parce que c'est pas l'ouvrier qui se sépare d'une partie de son corps. Pas comme ça qu'on obtient ce qui constitue les produits. Et sauf erreur de ma part, c'est pas, ils sortent pas le minerai de cuivre, ils sortent pas non plus des billets de banque. Hein. Donc l'ingénieur, il va dire, ouais, très bien, pour qu'on ait des produits, il faut qu'on ait les ressources qu'on va pouvoir transformer pour faire ces produits, et ça vaut même pour les services. Nous sommes ici dans un établissement de service, un établissement d'enseignement. Cet établissement ne fonctionne que parce qu'il y a des substrats physiques. Vous n'êtes pas assis sur de l'air, vous êtes assis sur des chaises. Enfin, ou des bancs, très inconfortables, du reste en bois. Vous avez devant vous des pupitres, tout aussi inconfortables en bois. Ce bâtiment a été fait avec du carbonate de calcium calciné, ça s'appelle du ciment, plus des granulats, plus du minerai de fer transformé, ça s'appelle de l'acier, plus tout un tas de produits dérivés du pétrole, c'est les plastiques et toutes les fibres de synthèse, plus un peu de sable et de carbonate de soude, ça s'appelle du verre, plus, enfin bref, tous les éléments du tableau de Mendeleïev sont dans cette salle, tous. Donc on est allé les chercher dans la nature, on les a transformés, c'est ça qui permet de faire un service d'enseignement. Faire un service d'enseignement au milieu du vide intersidéral, c'est plus compliqué. Donc tous les produits, tous les services que nous avons aujourd'hui à notre disposition ont tous été faits avec des ressources naturelles que nous avons transformées, et si on les a transformées, c'est qu'il y a eu du travail. Donc je vais en revenir à ce que je disais tout à l'heure, le travail c'est une transformation, ça se mesure donc en énergie. Et cette transformation, avec le petit raisonnement que je vous ai fait tout à l'heure, elle est faite à hauteur de 1 par nos carcasses et à hauteur de 200 par le parc mondial de machines. Donc là, vous voyez apparaître deux facteurs limitants supplémentaires de l'économie, qui sont le fait qu'on ait les machines et l'énergie pour les faire fonctionner, et le fait qu'on ait les ressources naturelles. Il ne suffit pas d'avoir des banquiers compréhensifs et des gens qui se lèvent le matin pour aller bosser. Et soit dit en passant, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est qu'il y a un excès de gens qui aimeraient bien se lever le matin pour aller bosser, ça s'appelle des chômeurs. Et il y a un excès de capital, puisqu'il y a des bulles spéculatives partout et des tas de gens qui ont plein d'argent dont ils ne savent pas quoi faire. Donc, ce qui était dans la théorie économique classique, les deux facteurs limitants de notre activité, sont en fait aujourd'hui, si vous regardez bien dans le monde qui nous entoure, les deux facteurs excédentaires. Et le fait que la croissance ne reparte pas, ne vient pas du défaut de ces deux facteurs, parce qu'il y en a trop. Donc ça vient nécessairement d'une limite qui s'applique ailleurs. Et en fait, cette limite, elle vient des deux facteurs supplémentaires que je viens d'évoquer. Alors il y a aussi du capital dans ce schéma. Le capital, c'est juste une partie de la production qui se détruit pas quand on s'en sert et qu'on garde pour augmenter la production future. C'est juste ça. Mais ça se fait de la même manière. Et donc ce que vous comprenez facilement en regardant ce graphique, c'est que si on est privé d'énergie, une partie des machines ne fonctionnera pas et une partie de la production n'aura pas lieu. Alors je vais prendre un exemple idiot. Demain matin, je supprime la moitié du pétrole disponible pour les camions en France. La moitié des clients ne peuvent pas être livrés, la moitié des usines ne peuvent pas être livrées, la moitié des entrepôts ne peuvent pas être approvisionnés, la moitié des marchandises ne sont pas livrées, la moitié des produits agricoles n'arrivent pas dans Paris, donc soit dit en passant, vous allez avoir un petit sujet, moi aussi, etc.
Vous comprenez bien, la machine se grippe. Et ce, même si vous avez plein de conducteurs de camions qui sont pas prêts à se lever tôt le matin, et même si vous avez plein de banquiers qui sont prêts à financer des camions. La machine se grippe. C'est aussi bête que ça. Et si vous avez un défaut de ressources, eh bien, on aura exactement le même problème. Par exemple, si vous avez un défaut de carrière, mais plein d'énergie dans les tractopelles, eh bien, vous aurez du mal à finir le Grand Paris parce qu'il n'y aura pas les matériaux de construction pour finir le Grand Paris. Ce que je vous dis n'est pas du tout de l'esprit, soit dit en passant. Il y a un petit stress sur les matériaux de construction en ce qui concerne le Grand Paris. Ce lien direct entre l'énergie. Alors, ce que vous voyez, aussi sur ce graphique, c'est que tant qu'il n'y a pas de facteur limitant qui s'applique ni à la population, ni aux machines, ni aux ressources, eh bien, vous avez l'élément dominant du système, c'est le parc de machines. C'est pas les hommes. Hein. Les hommes sont là que pour piloter des machines. Mais c'est pas l'élément limitant du système. Alors, vous voyez ici un graphique qui vous donne cette évolution en 2 temps. Il est daté de la naissance de Monsieur Jésus-Christ et il reproduit la production économique mondiale, donc la production mondiale depuis la naissance de Monsieur Jésus-Christ. Alors, ce que vous voyez, c'est que jusqu'au bas Moyen-Âge, il n'y a pas de croissance, c'est-à-dire que la production annuelle est à peu près égale à la production de l'année qui précédait. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de machines pour vous aider à cette époque-là, pas beaucoup. Vous avez quelques moulins, enfin pas beaucoup. Et vous n'avez quelques bateaux à voile, mais c'est quand même très très mineur par rapport à l'essentiel de la population. Et par ailleurs, la population ne croît pas ou ne croît pas beaucoup parce que elle croît, puis vous avez une peste, elle décroît, puis etc. Donc la population mondiale est à peu près stable. Elle croît un peu, mais elle est à peu près stable. Et donc tout ça n'augmente quasiment pas. Si je vais jusqu'à la veille de la révolution industrielle, alors ça se met à augmenter un peu plus vite. Vous avez quand même une proto-révolution industrielle au Moyen-Âge qui augmente un peu tout ça. Mais c'est surtout à partir de la révolution industrielle, c'est-à-dire de la découverte des nouveaux convertisseurs qui mangent du pétrole, du gaz et du charbon, que alors là, ça se met à être à l'ovli, comme dans la rubrique à braque, et que vous avez l'économie qui se met à croître de manière très rapide. Et alors maintenant, vous avez les économistes qui ont inventé un truc que je trouve très drôle, qui s'appelle la croissance structurelle de long terme. D'accord. Donc, sur une planète qui ne dépassera pas les 13 000 km de diamètre, c'était le cas il y a 2 siècles, ce sera le cas dans 4 siècles, et nous avons une croissance structurelle de long terme. Évidemment qu'on n'a pas de croissance structurelle de long terme. Ce truc-là dure aussi longtemps qu'aucun facteur de production n'est limitant. Point. C'est juste ça, quoi. Si je fais un zoom sur la période récente, vous voyez que là, on a le meilleur modèle que je connaisse en ce qui concerne la macroéconomie, qui s'appelle une droite, et qui consiste à dire quelque chose de très bête. Je regarde la quantité totale d'énergie que le monde utilise, c'est-à-dire le parc total de machines que le monde utilise, et j'ai la production économique qui en résulte. Dit autrement, aujourd'hui, le premier facteur limitant de la production s'appelle l'énergie. C'est le premier. Et ça explique pourquoi, j'ai pas le temps de vous montrer les courbes aujourd'hui, mais ça explique pourquoi dans tous les pays qui, depuis que je m'intéresse à ce sujet, se sont retrouvés en défaut d'approvisionnement énergétique sans l'avoir voulu, vous avez des problèmes économiques qui se développent rapidement. Et notamment, ça concerne toute l'Europe du Sud depuis 2006. Pour ceux que ça intéresse, j'ai sur mon site personnel un article qui s'appelle « L'Italie et l'énergie, un cas d'école ». Allez regarder et vous verrez que les troubles politiques que nous avons aujourd'hui en Italie sont une conséquence directe du stress sur l'approvisionnement pétrolier que ce pays a commencé à connaître après 2006. Alors nous, ça nous pend au nez aussi, hein, c'est pas pour dans 253 ans. Si je regarde non pas les valeurs absolues mais les variations, j'obtiens quelque chose qui me confirme ce lien. C'est-à-dire qu'ici, en vert, vous avez la variation de la quantité d'énergie disponible dans le monde, c'est-à-dire du parc de machines en fonctionnement. Et en bleu, vous avez la variation de la production économique mondiale. Et vous voyez que ça varie exactement de la même manière. Donc la production économique mondiale, c'est la quantité de machines qui fonctionnent. Et là, voici le drame des négociations climat. Comme l'essentiel de cette énergie est fossile et qu'elle est toujours aussi fossile au cours du temps, eh bien le PIB mondial est une fonction linéaire des émissions de CO2 mondiales. Alors je vais vous le dire autrement, si on veut être sérieux sur le climat aujourd'hui, qui dans cette salle a signé le manifeste étudiant pour un réveil écologique? Eh bien vous ne le savez pas, mais ou vous le savez peut-être, j'en sais rien, mais quelque part vous avez réclamé un truc qui s'appelle la décroissance. Parce qu'on ne fera pas baisser les émissions de CO2 à la bonne vitesse sans contracter le système économique. On n'y arrivera pas.
Alors il va se contracter de toute façon un jour, parce que les combustibles fossiles ne sont pas éternels, je vais vous en parler dans pas longtemps, mais on n'arrivera pas à le faire volontairement à la bonne vitesse dans un contexte de croissance économique. Ou plus exactement, si on cherche également la croissance économique. C'est juste pas possible. Voilà. Alors une fois qu'on sait ça, commence le vrai grattage de tête. Qu'est-ce que je fais? Ah, j'aurais pas fromage et dessert. Qu'est-ce que je choisis? Bon, et le vrai débat, il est là. C'est-à-dire que on peut très bien dire, on s'en fout du climat. Hein, on choisit. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On choisit la croissance tant que ça passe, et puis le climat, on verra plus tard. Mais c'est clairement le choix entre les deux aujourd'hui. Il est posé, et il n'est pas posé parce que j'ai envie d'être désagréable ou parce que je suis un décroissantiste forcené ou je sais pas quoi. Il est posé parce que quand vous voyez la physique sous-jacente à notre activité productive, vous comprenez que ça va être très très compliqué de conjuguer à la fois la baisse des émissions de CO2 et le maintien des flux productifs. Donc l'histoire que nous vivons depuis maintenant 2 siècles peut se résumer de la manière suivante. Mère Nature a formé sous le sol, en quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années, parce que c'est à peu près le temps que ça prend à partir de résidus de vie ancienne, du plancton et des microalgues, quelque chose qui s'appelle des combustibles fossiles. Et ces combustibles fossiles, comme toutes les ressources naturelles sur Terre, sont gratuites. Alors vous allez me dire, le pétrole n'est pas du tout gratuit, il coûte très cher à la pompe, etc. Si, le pétrole est gratuit. Le vent est gratuit. Qui dans cette salle a payé quoi que ce soit pour que le vent se forme? Personne. Qui dans cette salle a payé quoi que ce soit pour que le pétrole se forme? Personne non plus. Donc le pétrole est tout à fait gratuit. Ce qui est payant, c'est d'aller le chercher. Donc c'est soit de payer les gens qui sont assis dessus pour qu'ils acceptent de s'en défaire, soit de leur passer sur le corps avec des chars et des avions, on a fait les deux. Hein. Et ensuite, c'est de prendre des ingénieurs d'ici ou d'ailleurs pour faire les tuyaux, les pompes, etc. et faire les shadocks et aller chercher le pétrole. Voilà. Ça, c'est payant. Mais le fait que le pétrole existe, c'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a qu'à se baisser pour aller le ramasser. Donc ce pétrole gratuit, qui peut donner une réaction exothermique qui s'appelle la combustion, a permis de mettre en jeu un parc de machines qui a permis de transformer tout le reste de manière accélérée, alors pétrole, gaz, charbon et le reste. Hein. Et ça a permis de faire tous les objets qui nous entourent. Et l'augmentation de la productivité du travail qui en résulte, c'est-à-dire le fait que les machines bossent à notre place, ça a libéré une quantité infinie de temps libre pour les hommes que nous avons pu affecter aux études longues. Donc vous êtes les enfants, comme je l'ai été avant vous, de l'énergie abondante. Sinon, je le répète, passeriez vos journées, comme moi, à ramasser des patates. Hein. La raison pour laquelle vous êtes dans cet amphi, c'est parce qu'on est drogué à l'énergie. Donc, on a affecté ce temps libre aux études longues, à la retraite, aux 35 heures, aux congés payés, aux week-ends, etc. Tout ça, c'est une affectation du temps libre qui a été dégagée par le fait qu'on n'est plus obligé de travailler puisque c'est les machines qui bossent à notre place. On a une manière de compter cette affaire-là, c'est une des manières, avec des euros, ça s'appelle le PIB. Et alors vous comprenez bien qu'on a donc 2 goulets d'étranglement dans cette histoire. Enfin, on en a plus que ça, mais on en a au moins 2. Le premier goulet d'étranglement, c'est le sous-produit de cette combustion qui s'appelle du gaz carbonique, va résider très longtemps dans l'atmosphère, je vais y revenir un peu plus tard, et ça occasionne une modification des échanges énergétiques entre l'espace et la surface planétaire, qui s'appelle le changement climatique. Et la question, c'est combien de temps est-ce qu'on peut jouer à ce petit jeu-là avant que le résultat de l'expérience ne devienne très désagréable. Mais il y a une deuxième question, qui est là aussi totalement inexistante dans le débat public français, qui est combien de temps est-ce que mon activité de shadok, là, elle dure, sachant que mon stock de départ, sa durée de reconstitution, c'est 50 à 400 millions d'années, autrement dit, plus l'infini aux échelles de temps qui nous intéressent. Hein? Or, il se trouve, pour parler du deuxième problème, que je pourrais vous donner à démontrer un petit théorème de maths, que je sais encore démontrer, qui est que quand vous avez une extraction d'un stock initial qui est donné une fois pour toutes, vous êtes très facilement capable de démontrer par l'absurde. Alors, 2 choses évidentes, puis une qui l'est moins. La première chose évidente que vous savez démontrer, c'est qu'on ne peut pas avoir une extraction annuelle indéfiniment croissante en provenance de ce stock, parce que sinon votre stock est infini. On ne peut même pas avoir une extraction annuelle indéfiniment constante en provenance de ce stock, sinon le stock est infini. En fait, on ne peut rien avoir d'autre qu'une fonction d'extraction qui est nulle à plus et moins l'infini et qui passe par un maximum absolu entre les deux. Voilà, ça se démontre. Je sais encore faire la démonstration. Hein. Ce qui veut dire qu'en ce qui concerne toute ressource minérale ou fossile disponible dans la croûte terrestre et dont l'inventaire de départ est donné une fois pour toutes,
On peut ne pas bien le connaître, c'est-à-dire on peut ne pas savoir exactement combien il y a de pétrole dans la croûte terrestre. Il suffit de savoir qu'il y a besoin de 100 millions d'années en ordre de grandeur pour que ça se reconstitue, et mon théorème est valable. À ce moment, je sais qu'à un moment, il y aura un maximum à l'extraction annuelle qui s'appelle le pic. Et ça vaut aussi pour le minerai de cuivre, pour la bauxite, pour le cobalt, pour le nickel, pour le tungstène, pour le vanadium, pour le chrome, pour le platine, pour l'or, pour l'argent, pour le zirconium, enfin n'importe lequel des éléments qui est disponible dans la croûte terrestre, vous avez un pic à son extraction. Alors évidemment, le bon débat, c'est qu'est-ce qu'il provoque, enfin bon, tout ça, c'est des bons débats. Mais le fait qu'il y en ait un, c'est un théorème de maths. Donc vous ne pouvez pas invalider les théorèmes de maths, normalement, c'est justement fait, les théorèmes pour être toujours valables dans les conditions initiales, dans des conditions initiales qui sont les mêmes. Alors voilà un autre élément qui est totalement passé sous silence dans la presse française. En fait, il se trouve que pour tout ce qui n'est pas le pétrole de roche-mère aux États-Unis, qu'on appelle dans le débat public français du shale oil, ou du pétrole de schiste, tout ça c'est pareil. Et les sables bitumineux canadiens, vous savez, les trucs qui s'exploitent dans des mines à ciel ouvert, là au Canada, en commençant par couper les arbres, et c'est du sable mélangé à du bitume qu'on finit par transformer en hydrocarbures liquides. Eh bien, si j'exclus ces deux compartiments-là, c'est-à-dire le pétrole de schiste et les sables bitumineux, tout le reste de la production pétrolière mondiale est passé par un maximum en 2008 et décline depuis. Qui en avait entendu parler? Vous êtes beaucoup mieux renseigné que la moyenne de la population française, et il y a 7 mains qui se sont levées. Personne n'en a jamais entendu parler. D'accord? Donc c'est pas dans le journal non plus. C'est un fait, c'est documenté. Il suffit d'aller regarder les statistiques. C'est juste pas dans le journal. Alors vous allez me dire, mais oui, mais si le pétrole devient plus rare, on devrait s'en rendre compte au travers du prix. Alors, deuxième chose très désagréable, il n'y a pas d'élasticité prix-volume en ce qui concerne le pétrole à long terme. Dit autrement, ce qu'on vous apprend en économie, qui est s'il y en a moins, le prix monte indéfiniment, c'est faux. C'est faux. C'est faux, il suffit de regarder la courbe. C'est faux. Si c'était vrai cette histoire, vous avez ici la quantité de pétrole qui est consommée chaque année et tout passe par le marché, hein, donc tout est acheté. Et ici, le prix du baril. Eh bien, si moins il y en a, plus c'est cher, et plus il y en a, moins c'est cher, les prix devraient être organisés, enfin les points ici devraient être organisés le long d'un nuage qui ressemble à ça. Hein? Plus il y en a, moins c'est cher, moins il y en a, plus c'est cher. Ce que vous voyez, c'est que la relation prix-volume n'est absolument pas celle-là. Si je regarde sur un siècle, je peux avoir une production qui varie énormément avec un prix qui reste stable, un prix qui varie énormément avec une production qui reste quasi stable, et rebelote dans les deux cas de figure. Il n'y a pas, vous savez qu'une élasticité c'est bijectif, hein, ça c'est bijectif là. Il n'y a pas de relation bijective prix-volume en ce qui concerne le pétrole, ni soit dit en passant en ce qui concerne aucune ressource naturelle. Donc l'idée qu'on va voir arriver la rareté physique par une hausse indéfinie du prix, ça ne marche pas. Alors je pourrais vous expliquer, c'est un peu long, je pourrais vous expliquer pourquoi, c'est parfaitement normal que ça ne marche pas. Deuxième chose qui ne marche pas, le fait que quand le prix du pétrole augmente, c'est mauvais pour le PIB mondial. Non, c'est pas vrai. Ici, vous avez un graphique dans lequel, là, vous avez le prix du baril, et en ordonnée, vous avez le PIB mondial. Et bien c'est pareil, si quand le prix augmente, c'est mauvais pour le PIB, quand je vais vers la droite, les points ici devraient être plus bas que quand je suis à gauche. En fait, vous voyez qu'il y a zéro. Alors là, ça part de 1960 et là, c'est 2018. Et vous voyez qu'il y a strictement aucun lien. Le PIB peut augmenter avec un prix du baril qui baisse, avec un prix du baril qui monte, avec un prix du baril qui baisse, avec un prix du baril qui monte, avec un... On s'en fout complètement. Et la raison pour cela, c'est tout simplement que la hausse du prix du pétrole, c'est un simple transfert de revenus. C'est-à-dire que nous, on en a moins et les chèques arabes en ont plus. Juste ça, quoi. Et donc, ils le dépensent, puis voilà. Par contre, le volume, ça marche très bien. Vous avez ici deux courbes à nouveau. La courbe rouge vous représente la variation de la production mondiale de pétrole. C'est une moyenne lissée sur 3 ans. Et la courbe bleue vous représente la variation du PIB par personne dans le monde. C'est aussi une courbe lissée sur 3 ans. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que depuis ce qu'on appelle les chocs pétroliers, ça dit quelque chose à quelqu'un, les chocs pétroliers ici? Parce que vous êtes un peu jeune. Alors les chocs pétroliers, c'est 74 et 79. Le prix du pétrole qui explose parce que la production de pétrole qui augmentait de 8 à 9% par an arrête d'augmenter, en gros. Mais a augmenté à 1% par an. Elle continue à augmenter depuis, mais je veux dire beaucoup plus doucement. Ça a provoqué un choc de prix absolument monstrueux. Et l'une des raisons à cela, c'est le pic de production du pétrole conventionnel aux États-Unis.
Donc ce que vous voyez, c'est que depuis cette époque-là, où on a fait des gros efforts pour être plus efficace dans le pétrole, les deux courbes sont parfaitement ajustées. Et en fait, la courbe rouge, c'est-à-dire la variation de la production de pétrole, précède la courbe bleue, c'est-à-dire la variation du PIB par personne. Donc le meilleur indicateur avancé que je connaisse sur ce que sera le PIB de l'année prochaine, c'est la quantité de pétrole qui va sortir des puits l'année prochaine. C'est le meilleur indicateur que je connaisse. Et comme il n'y a pas de relation prix-volume, ça ne vous dit pas quel sera le prix du pétrole. Qui, de toute façon, on s'en fout pour le PIB mondial. Alors, comment évolue la production de pétrole dans le monde? C'est par ça que je vais finir. Vous avez ici une courbe que j'ai obtenue en prenant la quantité de pétrole et de condensat, qui sont des pétroles légers qui viennent avec le gaz, produites dans le monde depuis 1994. Et c'est dans le monde hors États-Unis. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que la production de pétrole dans le monde hors États-Unis n'augmente plus depuis 2005. C'est ça qui a directement déclenché la crise économique qu'on a coutume de retenir aujourd'hui sous le nom de crise des subprimes. En fait, la crise des subprimes démarre par une décélération du PIB aux États-Unis en 2006-2007, une décélération, un retournement des prix de l'immobilier, et comme les États-Unis ont un système vachement intelligent où les gens s'endettent à hauteur de la valeur de leur maison, super intelligent, pas volatile pour un sou, non, non. Eh bien, quand les prix de l'immobilier se retournent, tout le monde devient insolvable. C'est vachement sympa comme système. Et à ce moment, évidemment, tous les actifs qui avaient été gagés sur les emprunts immobiliers, notamment les subprimes, se cassent la gueule. Mais la vraie raison de départ, c'est un retournement des prix de l'immobilier lié à un ralentissement économique, lui-même lié à ce que je suis en train de vous montrer. Chronologiquement, quand vous regardez, c'est très clair que c'est dans ce sens-là que ça se passe. Ce qui veut dire que toute la hausse de la production mondiale de pétrole qu'on a connue depuis 2005, en l'occurrence depuis 2010, parce qu'entre 2005 et 2010, c'est resté flat dans le monde, vient du pétrole de schiste aux États-Unis. Le moment où la production de pétrole de schiste aux États-Unis se met à se casser la gueule, parce que ça finira fatalement par arriver, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, fatalement ça finira par arriver, à ce moment-là, la production dans le monde se retourne et on a de nouveau une grosse crise économique. Hein, mécaniquement, ça ne marchera rien, c'est bien. Alors, à côté de ça, on a un deuxième sujet qui est le climat. Alors, vous allez me dire, non, le climat, le problème est réglé. Nous avons les accords de Paris. Hein. Donc, en 2015, M. Fabius, qui est transformé en commissaire-priseur pour l'occasion, agite son grand marteau de commissaire-priseur, le tape sur la table, sous le regard sous le regard ravi de Christina Figueres, là à gauche, et déclare l'accord de Paris adopté. Merveilleux. Donc le problème du changement climatique est réglé. Alors ça, c'est peut-être vrai dans les discours. On va de nouveau s'intéresser à quelques faits. Vous avez ici la concentration atmosphérique en CO2, en gaz carbonique, depuis 1995. Alors cette concentration atmosphérique, on a coutume de l'exprimer non pas en pourcentage, parce qu'il n'y a pas assez de CO2 dans l'atmosphère pour que ça fasse 1%, ça fait beaucoup moins de 1%. On exprime ça en parties par million, en millionième. Hein. Et donc 100 millionièmes, c'est donc 0,01%, mais on préfère écrire des ppm plutôt qu'écrire des 0,0 machin %. Ce que vous voyez, c'est qu'en 1995, la quantité de CO2 dans l'atmosphère est alors de 360 parties par million. Et 1995 est évidemment une année de grand succès pour les négociations internationales sur le climat, puisque c'est l'année où la Convention climat, qui a été discutée à Rio, au sommet de la Terre, en 1992, entre en vigueur après avoir été ratifiée par tous les pays de la planète. Et donc, on fait une grand-messe en 1995. Soit dit en passant, est-ce que vous savez où était hébergée cette grand-messe en 1995, dans quel pays, et quel était le ministre de l'Environnement du pays à l'époque? Alors, la réponse, c'est que c'était en Allemagne, et que le ministre de l'Environnement de l'époque s'appelait Angela Merkel, évidemment. Donc, 1995... COP1, grand succès, puisque enfin les pays sont d'accord pour faire ce qu'il faut pour que le changement climatique soit pas trop méchant. Alors vous voyez l'évolution que ça a eu sur la concentration en CO2 derrière. Arrive Kyoto, qui est un grand succès, puisque c'est la première année où on décide d'avoir un engagement quantifié de réduction des pays occidentaux. Alors vous voyez l'effet que ça a eu sur la concentration derrière. Après arrive Copenhague, qui est un énorme échec. Alors vous voyez l'effet que ça a eu sur la concentration derrière. Et puis arrive Paris. Voilà. Donc en fait,
ce que je vous dis à travers ce petit graphique, c'est que la façon dont la presse va dire qu'une COP est un succès ou un échec est un non-sujet absolu. Ce que la presse en pense est un non-sujet absolu, on s'en fout complètement. Et du reste, c'est pas à la COP que les choses se passent. Pourquoi c'est pas à la COP que les choses se passent? Pour deux raisons. La première, c'est que les systèmes onusiens, et la Convention climat est un système onusien, ça se négocie, ça se décide à l'unanimité. Alors pour vous expliquer ce que ça veut dire, imaginons que dans cette salle, vous soyez tous les copropriétaires de la rue Barrault. D'accord? Tous les gens qui sont dans cette salle sont copropriétaires de la rue Barrault. Je rentre dans la salle et je vous dis, voilà, nous avons une journée pour nous mettre d'accord à l'unanimité sur un programme de travaux. D'accord? Il faut qu'on se mette d'accord à l'unanimité sur un programme de travaux où chaque personne dans la salle va voter pour un. Donc le fait que vous soyez copropriétaire de 1 tantième ou de 10 000 tantièmes, ça compte pas, on s'en fout. Quelle que soit la part de copropriété que vous avez, votre vote vaut 1. Par contre, votre effort, lui, il va être proportionnel à votre pourcentage de détention. D'accord ? Et il faut qu'on vote un programme de travaux destiné à tout rénover à l'unanimité. Je vous pose la question, quelle est la probabilité qu'on y arrive ? La réponse est 0. 0, puisque c'est à l'unanimité. Donc n'importe qui peut exercer son droit de veto. Et comme vous avez tous des intérêts antagonistes, en particulier ceux qui ont une voix en payant rien, ils ont intérêt à pousser à ce qu'on fasse un énorme programme de travaux. Ceux qui ont une voix en payant tout, ils ont intérêt à l'exact inverse. Donc vous n'arriverez jamais à vous mettre d'accord. Jamais, jamais, jamais. En plus, cette assemblée n'a pas de syndic. C'est-à-dire que personne n'arrive avec un projet de résolution en disant qu'est-ce que vous en pensez. Et elle n'a pas de chef. C'est-à-dire que personne n'est capable de vous imposer quoi que ce soit. Et bien ça, c'est une assemblée onusienne qui discute du climat. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est un pays, une voix, indépendamment de sa puissance économique, qu'on demande à ceux qui sont riches de payer pour ceux qui n'ont pas beaucoup. Donc les intérêts sont divergents. Il n'y a pas de résolution quand vous arrivez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef qui dit « voilà ce que je vous propose de voter ». Ça n'existe pas. Chacun amène sa contribution en disant « je propose que dans le texte, il y ait ça ». Et on essaye de faire une mayonnaise consensuelle de tout ça. Donc la dynamique onusienne, c'est que les gens se mettent d'accord sur ce qu'ils ont déjà accepté par ailleurs au regard de leur opinion domestique. Voilà, ils se mettent d'accord là-dessus. Donc c'est un consensus mou et ça ne peut rien faire d'autre. Une COP ne peut rien faire d'autre que d'entériner des trucs que les gens sont déjà prêts à faire. C'est ça une COP. Donc il ne faut pas en attendre de miracle. Il faut en attendre qu'on parle du sujet, c'est très bien, ça permet de parler du changement climatique dans les médias, mais c'est tout ce qu'on peut en attendre. D'accord ? Alors vous allez me dire, c'est dramatique ? Bah oui, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Convention 4 sur le changement climatique, c'est 92 sa signature, 95 sa ratification. Par contre, la compréhension de ce qui se passe au-dessus de nos têtes, c'est beaucoup plus ancien que ça. Il se trouve que dès 1824, donc on va quasiment pouvoir en célébrer le centenaire dans pas longtemps, enfin quasiment, on va pouvoir en célébrer le centenaire dans pas longtemps, un Français, Cocorico, Monsieur Fourier, dont vous avez un tout petit peu entendu parler, je pense, dit « il y a au-dessus de nos têtes, dans l'atmosphère, quelque chose qui fait que les températures au sol sont plus élevées que si ce quelque chose n'existait pas. » D'accord ? 1824. Un peu plus de 10 ans après, et dans le milieu du 19e siècle, il y a deux physiciens qui identifient ce quelque chose comme étant la vapeur d'eau et le gaz carbonique. Donc les deux principaux gaz à effet de serre de l'atmosphère sont connus au milieu du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, il y a M. Arrhenius, dont vous avez entendu parler, à cause de ses travaux sur l'électrolyse, qui dit, il faisait un petit calcul, enfin je sais pas, il devait s'ennuyer un soir, il n'avait pas le Scrabble, pas la télé, bon bref. Sa femme devait être partie chez les copines. Et donc, il fait un petit calcul de coin de table pour s'occuper et il conclut que si on double la quantité de CO2 dans l'atmosphère, les températures au sol s'élèvent en moyenne de 4 degrés.
Donc l'essentiel de ce qu'il faut comprendre sur la physique du changement climatique, alors il avait tort pour partie de son raisonnement, mais quand même, dans les grandes lignes, on avait compris l'essentiel à la fin du 19e siècle. Et du reste, l'intuition d'un certain nombre de scientifiques était suffisamment forte sur le fait qu'il allait se passer quelque chose pour que, dès le milieu du 20e siècle, un homme qui s'appelle Keeling démarre un observatoire en continu de la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère à Hawaï, peut-être parce qu'il aimait bien le surf, pour confirmer l'intuition qu'il avait, qu'il allait constater que ça augmentait. Et effectivement, c'est ce qu'il a trouvé, que ça augmentait. Alors ça augmente parce que voilà à quoi ressemblent nos émissions. Vous voyez qu'elles augmentent depuis un siècle et demi. Alors si je vous avais masqué les abscisses, rebelote, qui dans cette affaire-là, donc je vous masque les abscisses, on imagine que je vous les masque, qui est capable de me dater le début de la révolution UNR et le début de la digitalisation qui dématérialise tout? Là. C'est compliqué, hein? Pas beaucoup, hein. En fait, le début de la digitalisation, c'est par là. Vous voyez qu'en matière de ralentissement des émissions, ça se pose là. Et le début du boom ENR, c'est par là aussi. Et vous voyez qu'en matière de ralentissement de la hausse des émissions, ça se pose là aussi, hein. Donc pour le moment, rien de ce qu'on peut se raconter comme étant un truc qui va dans le bon sens n'a d'effet macroscopique. Rien. C'est désagréable à entendre, mais c'est comme ça. Alors ces émissions, d'où viennent-elles? Elles viennent de l'oxydation d'atomes de carbone qui fait du CO2 présent dans les énergies fossiles, carbone, charbon, pétrole, gaz. Elle vient de l'oxydation des atomes de carbone présents dans la biomasse, c'est la déforestation. Elle vient de l'émission de méthane, encore du carbone, mais pas dans la même molécule, qui vient de trois processus essentiellement. Le méthane qui est émis lors de l'exploitation des hydrocarbures, la ventilation des mines, parce que le méthane c'est le grisou, les fuites de gaz, etc. Les rizières, parce que les rizières c'est un endroit où vous avez de la décomposition anaérobie qui produit du méthane. Et enfin, la fermentation entérique, c'est-à-dire dans l'estomac, ou dans les estomacs plus exactement, des ruminants. Nous sommes 7,5 milliards d'hommes sur Terre. Est-ce que vous savez combien il y a de vaches sur Terre? 1,5 milliard. 1,5 milliard de vaches sur Terre. C'est-à-dire que la masse des vaches sur Terre est légèrement supérieure à la masse des hommes. Une grosse vache. En 1960, il n'y avait que 1 milliard de vaches sur Terre, passé de 1 milliard à 1,5 milliard. Et pour rebondir sur l'actualité récente, le pays qui a le plus augmenté son cheptel depuis 1960, c'est un pays où ça crame en ce moment, le Brésil. Le Brésil a multiplié son cheptel par 4, et évidemment, il faut nourrir toutes ces vaches, donc il faut faire des pâturages, ou il faut faire des cultures de soja, ou les deux. Voilà, donc ce que vous voyez, c'est que ça augmente. Le CO2 est un oxyde. Et vous savez, parce que vous avez fait de brillantes études de chimie, que les oxydes sont des molécules extrêmement stables. Les oxydes sont des molécules très stables. Du reste, il faut de l'énergie pour réduire un oxyde. Donc si vous mettez un oxyde quelque part et que vous lui foutez la paix, eh bien, il va rien se passer. Le fer est présent sous forme d'oxyde à la surface de la planète depuis des milliards d'années. C'est stable. D'accord ? Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a mis le CO2 dans l'atmosphère, il n'y a pas de processus chimique d'épuration de ce CO2. Il n'y en a pas. Il y a deux processus d'épuration du CO2 de l'atmosphère. Il y a un processus physique, c'est un équilibrage de pression partielle entre l'atmosphère et l'océan. Ça fait une dissolution de CO2 dans l'océan. Et vous avez un processus physico-chimique, vous avez une réduction en fait avec un photon, c'est la photosynthèse. Mais c'est une réduction qui demande de l'énergie. Et la conséquence de cette affaire, c'est que si demain matin j'arrête les émissions, le surplus de CO2 que nous avons déjà créé au-dessus de nos têtes, au bout d'un siècle, j'en aurai toujours 40% qui sera là. Au bout de 1000 ans, j'en aurai toujours 20% qui sera là. Et au bout de 10 000 ans, j'en aurai toujours 10% qui sera là. Donc, dit autrement, le surplus de CO2 que nous avons créé au-dessus de nos têtes est pour partie irréversible. Pour partie irréversible, 10%. Et pour une large partie, va demander des durées très très longues pour s'évacuer de l'atmosphère. Avec en plus des phénomènes qui vont handicaper l'évacuation du CO2 de l'atmosphère avec le temps. Avec le temps, la photosynthèse va devenir de plus en plus difficile parce que les écosystèmes terrestres vont être stressés. Et avec le temps, l'océan va absorber de moins en moins bien le CO2 parce que l'eau froide dissout mieux le CO2 que l'eau chaude. Donc plus l'eau se réchauffe, moins elle absorbe bien le CO2. Donc les deux puits à CO2 aujourd'hui ont tendance à s'affaiblir avec le temps à cause du réchauffement climatique.
Hein, donc le siècle, 40% au bout d'un siècle, c'est aujourd'hui. Si ça se trouve, dans 10 ans ou dans 20 ans, ça ne sera pas 40% au bout d'un siècle, ça sera 50 ou 60. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les conséquences du changement climatique seront maximales bien après que plusieurs générations soient mortes, après qu'on ait arrêté ou qu'on ait commencé à baisser les émissions. Il y a une irréversibilité fondamentale dans cette histoire. Alors pour vous qui êtes nés à l'heure des jeux vidéo où quand ça sent pas bon, on appuie sur le bouton reset et on est remis dans la situation initiale, malheureusement, là c'est une situation dans laquelle il n'y a pas de bouton reset. Donc si à un moment quelconque on voit que l'expérience nous déplaît, la seule garantie qu'on a à ce moment-là, c'est que derrière c'est pire. Alors je sais très bien et du reste c'est le propre de la jeunesse, normalement à votre âge on dit on s'en fout, même pas peur, puisque quand on est jeune on se croit éternel et invincible, et quelques vieux du reste encore aussi, mais il n'empêche qu'il faut quand même bien y réfléchir parce qu'il n'y a strictement aucune possibilité de retour en arrière une fois qu'on constate que le problème est hors de contrôle. D'accord ? Aucune. Alors pour voir à peu près de quoi on parle, je vais vous montrer deux cartes de l'Europe. Vous avez ici une carte de l'Europe qui est la carte d'aujourd'hui, à condition qu'on n'ait pas supprimé les écosystèmes en place. Donc en fait, ce que ça vous montre, c'est les écosystèmes en place, pour y faire des champs, des routes ou le bâtiment de Télécom Paris. Vous avez essentiellement des forêts. Voilà à quoi ressemble l'Europe il y a 20 000 ans. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 20 000 ans, on est au cœur de la dernière ère glaciaire, il fait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui, hein, et à partir d'il y a 20 000 ans, ça s'est réchauffé. Et ce que vous voyez, c'est que le paysage ne ressemble pas du tout à celui qu'on constate aujourd'hui. Alors d'abord, vous oubliez Erasmus chez Nokia et Ericsson, en Suède. C'est juste pas possible, puisque les pays scandinaves sont recouverts par une calotte de 3 km d'épaisseur. Soit dit en passant, les Écossais ne songent pas à faire sécession avec l'Angleterre suite au Brexit, puisqu'il n'y a pas d'Écossais, vous voyez. Et c'est pas une menace pour le 15 de France, puisqu'il n'y a pas d'Écossais. La calotte qui s'est constituée sur la Scandinavie et une autre encore plus grosse qui s'est constituée sur le Canada ont dû prendre tellement d'eau là où il y en a, c'est-à-dire dans l'océan, que l'océan, qui est une grande baignoire dont le fond n'a pas varié, a baissé de 120 mètres. Donc pour ceux d'entre vous qui vont participer à la course de l'EDEC, pas de course de l'EDEC, puisqu'il n'y a pas de manche. D'accord ? Bon, bossez au lieu de faire de la voile. Vous voyez également que les écosystèmes installés en Europe sont très différents de ceux qu'on a aujourd'hui, et en fait ils ressemblent peu ou prou à ce qu'on a aujourd'hui au nord de la Sibérie. Parce qu'il fait beaucoup plus froid et beaucoup plus sec. Parce que dans un climat très froid, il fait très sec. Peu d'évaporation, peu de précipitation. Et la population mondiale, française dans ce genre de contexte, allez, c'est les effectifs des classes prépa, en gros. Hein. Vous avez 100 000 personnes en bout de chaîne alimentaire, occupées à ramasser des érelles et à courir derrière les mammouths. Voilà ce que vous avez dans la France de la dernière ère glaciaire. Alors vous voyez que ce monde très très différent, nous en sommes sortis entre guillemets pour le meilleur, puisqu'on a rendu toutes les moyennes latitudes cultivables grâce à la déglaciation. Eh bien, cette déglaciation qui a fait passer du paysage de gauche au paysage de droite, au niveau planétaire, c'est seulement un réchauffement de 5 degrés. Donc vous voyez à quoi ça ressemble, 5 degrés en 5000 ans, en termes de conséquences. Alors je vais un tout petit peu détailler maintenant les conséquences possibles du changement climatique, mais retenez déjà cette conclusion très simple, c'est que quelques degrés de variation en un siècle, au surplus dans un monde où l'énergie, c'est-à-dire la capacité à faire face, va faire défaut dans un nombre croissant de zones, c'est l'assurance d'avoir des conditions stables qui fichent le camp à une telle vitesse que ça va devenir conflictuel absolument partout. D'accord ? Donc le réchauffement climatique, c'est certes des écosystèmes qui s'érodent, mais tout ça, in fine, va finir par les hommes qui vont se taper dessus. Alors ils peuvent se taper dessus de plein de manières, hein. Ça peut être des guerres ouvertes d'un pays à un autre, ça peut être des guerres civiles, ça peut être de l'oppression dictatoriale et des camps comme Staline, enfin plein de manières de zigouiller ses semblables. Mais c'est évident que ça va dynamiter les démocraties prospères prospères et stables que nous avons aujourd'hui. Alors quelques conséquences un peu dans le détail. Le cycle de l'eau va changer. Globalement, dans un monde plus chaud, vous avez plus d'évaporation, donc plus de précipitations, mais ces précipitations vont être réparties de manière très inégale dans l'espace.
c'est tout pour les hautes latitudes et l'équateur, et par contre, les tropiques vont souffrir. Et dans le temps, c'est-à-dire que ça va être concentré sur plus d'épisodes pluvieux intenses qui nous intéressent absolument pas pour recharger les sols en eau. Hein, les épisodes pluvieux intenses, l'eau ruisselle, fout le camp, et elle n'est pas d'une grande utilité pour la végétation. Un exemple parmi d'autres. Donc, vous voyez que le pourtour du bassin méditerranéen va devenir plus sec, et par ailleurs plus chaud, comme partout. Plus chaud et plus sec, ça veut dire que les forêts françaises vont devenir plus inflammables. Vous avez ici l'inflammabilité des forêts françaises aujourd'hui, et vous l'avez dans 20 ans. Dans 20 ans, vous n'aurez même pas mon âge. Hein. Donc dans 20 ans, la forêt de Fontainebleau pourra commencer à cramer, par exemple. Ici, vous avez les évolutions des rendements agricoles en fonction de la nature. Ce que vous voyez, c'est que globalement, ça baisse partout. Alors évidemment, si on s'adapte, ça baisse un peu moins vite que si on s'adapte pas, mais c'est quand même, on va avoir des mauvaises surprises. Et regardez, même en France, où on est capable de s'adapter, puisqu'on a des tracteurs, des engrais, machin, etc. 2018, on a connu, de mémoire, moins 20% sur les céréales, moins 40% sur certaines cultures de patates ou de petits pois. Cette année, les éleveurs sont en train de souffrir le martyre avec les fourrages qui sont en chute libre. Alors le blé va bien marcher, mais il y a des tas d'autres cultures qui vont périr. Enfin, et on est juste en 2019. Bon. On ne mourra pas de faim en France. Par contre, clairement, le prix de la nourriture va un tout petit peu changer. Et les régimes alimentaires aussi. Et puis, dans des endroits où on mourra de faim pour de vrai, il y a des gens qui vont se dire, puisqu'on ne meurt pas de faim en France, on va traverser la Méditerranée. Hein, c'est absolument évident. Voilà comment, par ailleurs, évolue la surface cultivable par personne sur les dernières décennies. Donc, vous voyez, moins de surface par personne, des conditions qui vont devenir plus adverses. Alors, pour le moment, tout ça tient grâce aux engrais et aux phytosanitaires et à la mécanisation, mais tout ça, c'est de l'énergie. Donc, avec moins d'énergie, petit sujet. Parlons de l'ouragan Dorian, ou plus exactement, de sa grande famille. Ce que vous voyez ici, c'est l'évolution attendue en ce qui concerne les phénomènes extrêmes. Alors un phénomène extrême, c'est quoi? Ça démarre par une convection puissante qui est mise en œuvre par un gradient de température important dans l'atmosphère. Donc vous allez à la surface de l'océan tropical, là où c'est chaud. La stratosphère est à la même température partout, moins 50. Et donc, plus c'est chaud en surface, plus le gradient vertical de température est important. Et donc, plus les mouvements convectifs peuvent se développer de manière forte. Et l'évaporation, comme vous le savez très bien pour l'avoir étudié en thermodynamique, renforce ce phénomène de convection avec la chaleur latente qui est libérée. Eh bien, quand on augmente la température de surface des océans, on va globalement augmenter la pompe à fabriquer des mouvements convectifs puissants, et donc on va changer quelque chose dans les phénomènes extrêmes. Et alors ce que vous dit le dernier rapport du GIEC, c'est que vraisemblablement la fréquence va pas changer, par contre l'intensité unitaire va changer, elle va augmenter. Et en fait on est déjà en train de constater ce phénomène. Ça c'est un certain nombre de conséquences du changement climatique. Alors vous voyez qu'évidemment les conséquences augmentent quand l'élévation de température augmente. Et partout où ça commence à rentrer dans le rouge et le violet, c'est que vous avez des conséquences étendues et irréversibles. Et par exemple, à 2 degrés, à peu près tous les coraux de la planète sont morts. Hein, alors que c'est le seuil auquel on essaye de se limiter et que pour le moment, on est loin d'être parti pour atteindre. C'est-à-dire qu'on est parti pour faire beaucoup plus. Hein. Un rapport qui vient de sortir sur le changement climatique et l'usage des terres. Retenez les 2 trucs de droite, là. En gros, il va y avoir des instabilités d'approvisionnement agricole qui vont se mettre à devenir très importantes à partir de 2 degrés. Et quand les gens n'ont pas à manger, pour ceux d'entre vous qui ont suivi leur cours d'histoire, en 1788, il y a eu une grande famine. C'est quand même pas un hasard que la Révolution soit arrivée en 1789. Et c'est pas un cas isolé. Le printemps arabe, dont vous avez peut-être entendu parler en 2011, c'est aussi des émeutes de la faim. Et ça se documente assez bien. Et c'est aussi lié à des questions de climat et d'énergie. Pas que, mais aussi lié à des questions de climat et d'énergie. Nous avons 2 gros glaçons sur Terre, qui sont le Groenland et l'Antarctique. Là où c'est rouge, c'est que l'altitude diminue. Les 2 ont commencé à être atteints. Alors le Groenland fond, ça y est, c'est en route. Il va fondre en partie ou en totalité. Alors ce qui pourrait lui éviter de fondre en totalité, c'est que le Groenland est posé sur une cuvette qui est partiellement sous-marine. Et si on arrive à stabiliser un bout de glace au-dessus du niveau de la mer, parce qu'il neige suffisamment l'hiver ou je sais pas quoi, eh bien on pourrait en garder une partie.
Mais ça, il y a 3 à 6 mètres d'eau dans l'océan mondial qui sont en jeu à l'échelle de quelques siècles. Et l'Antarctique de l'Ouest, c'est un ensemble de glaciers qui sont en arc-boutant les uns contre les autres sur un socle sous-marin, mais qui, lui, il est déversant d'un bout à l'autre de l'Antarctique de l'Ouest. D'accord, il est incliné comme ça. Donc vous n'avez pas du tout cet effet de cuvette qui retient la glace. Et pour ceux d'entre vous qui suivent l'actualité, les émissaires, là, les glaciers qui sont en bout de chaîne, qui sont ici, sont en train de filer vers la mer à un rythme accéléré. Et derrière, ça pourrait déstabiliser l'ensemble des glaciers en arc-boutant de l'Antarctique de l'Ouest. Il y a, au dernier rapport du GIEC, dans cet article qui a été publié, l'auteur imagine que ça pourrait se désagréger en quelques siècles. Des recherches plus récentes montrent que ça pourrait même arriver plus vite que ça. L'Antarctique de l'Ouest, c'est 6 mètres d'eau en plus. Donc là, vous avez un point d'interrogation sur 10 mètres d'eau en plus pour l'océan mondial en l'espace de n'importe quoi entre 1 et 5 siècles. Alors certes, dans un siècle, vous serez mort, vos enfants non. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'il dépend de nos actions la semaine prochaine, à cause du temps de résidence du CO2 dans l'atmosphère, ça dépend de nos actions la semaine prochaine, j'insiste, quand je dis nous, c'est pas des individus, c'est la collectivité aussi, hein, les programmes politiques qu'on suit, les choix qu'on fait collectivement, etc. Que l'Europe du Nord ressemble ou pas à ça dans quelques siècles. Voilà, la balle arrive dans quelques siècles, le doigt sur la détente, c'est aujourd'hui. Et comme je le redis, il y a une irréversibilité fondamentale dans cette affaire de changement climatique. C'est-à-dire qu'une fois que le coup est parti, comme disait Dubosc, ça ne s'arrête plus. Il y a d'autres conséquences qui sont possibles dans cette affaire. Le réchauffement va être plus rapide aux pôles qu'aux tropiques, ce qui veut dire que la différence de température entre les pôles et les tropiques va s'amenuiser. Et ça va engendrer 2 types de conséquences. Un, c'est que la circulation océanique à large échelle va se modifier. Et 2, une deuxième conséquence qu'on est déjà en train de constater, c'est que la limite séparative entre le climat polaire et le climat des moyennes latitudes va s'affaiblir avec des incursions d'air chaud beaucoup plus fréquentes près des pôles et des incursions d'air froid beaucoup plus fréquentes aux moyennes latitudes. Et ça, vous l'avez déjà constaté dans ce qui s'est passé les 2 dernières années, avec des extrêmes de froid suivis de records de chaud juste un mois derrière, des climats qui prennent des amplitudes de 15-20 degrés en l'espace de quelques jours. Eh bien ça, c'est typiquement lié à cet affaiblissement de la limite séparative dont je viens de vous parler entre le climat polaire et le climat, qui reste quand même plus froid que le nôtre, et le climat des moyennes latitudes. Quand on chauffe le bouillon de culture, les petites bêtes apprécient, donc la biodiversité des agents pathogènes va se modifier. Et enfin, vous avez des stocks de carbone qui étaient fixés depuis des millions d'années, qui vont être remis en circulation parce que le compartiment dans lequel ils sont se déstabilise. Et c'est notamment vrai pour le permafrost, c'est-à-dire du sol gelé en permanence, qui était gelé depuis des millions d'années et qui va libérer du carbone qui est contenu. Alors, retenez dans cette affaire la phrase du bas. Vous avez tous fait des expériences sur paillasse. Tous. On est d'accord ? Bon. Il vous est à tous arrivé que de temps en temps, le résultat de l'expérience n'était pas celui attendu. Et pourtant, c'est une expérience où les conditions, enfin, je veux dire, normalement, on sait à peu près ce qui doit se passer. On connaît le processus expliqué, etc. En ce qui concerne le changement climatique, on est dans une expérience qui est une première du genre, sur un système qui est monstrueusement complexe, puisque c'est la totalité de l'humanité, la totalité du vivant, etc., dont on n'a pas cerné encore tous les mécanismes de fonctionnement. Donc la seule chose absolument certaine, je dis bien la seule chose absolument certaine dans cette affaire, c'est que plus le changement climatique s'amplifie, plus on aura des surprises. C'est-à-dire des trucs qu'on n'aura pas vu venir à l'avance. On est déjà un peu dans ce genre, malheureusement, de processus aujourd'hui quand on regarde la science. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on voit venir, personne ne s'en doutait il y a quelques années. Et c'est évident que ça va s'amplifier. Alors une société qui doit répondre à des trucs qu'elle n'est pas capable de comprendre, enfin de voir venir à l'avance, c'est toujours beaucoup plus compliqué que si on les voit venir à l'avance. C'est absolument évident. Alors si on dit, très bien, on ne veut pas de cette expérience désagréable, on a bien compris, donc on oublie la croissance du PIB et on s'intéresse à la décroissance du CO2. Voilà une autre droite absolument cardinale dans ce que je vous montre aujourd'hui et qui relie de façon très simple, alors c'est un ensemble de simulations mais ça décrit une droite, la quantité totale de gaz carbonique que nous mettrons dans l'atmosphère entre l'ère pré-industrielle et 2100
et la hausse de température planétaire entre l'ère pré-industrielle et 2100. Vous voyez, c'est très simple, c'est une droite. Alors, application numérique, à fin 2018, on a mis un peu plus de 2200 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère depuis l'ère pré-industrielle, et donc nous avons déjà signé pour 1,5 degré. Donc en fait, les 1,5 degré dans l'accord de Paris, on dit on va faire nos meilleurs efforts pour limiter. En fait, ils sont déjà embarqués avec ce qu'on a déjà émis. Les scénarios qui sont contenus dans le rapport spécial du GIEC sur les 1,5 degrés supposent tous que les émissions qu'on continue à faire d'ici à 2050, pas beaucoup soit dit en passant, sont compensées par de la séquestration nette qu'on se met à faire à partir de 2050. C'est-à-dire qu'à partir de 2050, l'humanité non seulement ne met plus une tonne additionnelle dans l'atmosphère, mais retire des tonnes de l'atmosphère avec tout un tas de procédés. Alors la croissance des arbres, capture du CO2, je sais pas quoi, en fait, tout ce qu'on veut, on retire de l'atmosphère. Bon. Si on pense qu'on ne sera pas capable de retirer du CO2 qu'on a déjà mis de l'atmosphère, qu'on a déjà mis dans l'atmosphère, à ce moment, les émissions doivent s'arrêter demain matin pour qu'on tienne les 1,5 degrés. Si on veut les 2 degrés, là, on a encore le droit d'émettre un peu. Alors, on a le droit d'émettre, ce qui permet d'aller jusqu'à 3000 milliards de tonnes aux incertitudes de modélisation près. Parce que les incertitudes de modélisation que vous avez ici, en fait, elles vous disent que les 2 degrés, eh bien, peut-être que dans la version la plus optimiste, on pourrait aller jusqu'à 5000 milliards de tonnes et ne pas les dépasser. Mais dans la version la plus pessimiste, à 2500, on les a déjà dépassés. Hein, et vous savez comme moi qu'une grande incertitude est un grand facteur de risque. Il ne faut pas croire que l'incertitude, c'est une police d'assurance. Si je vous dis, je vais vous bander les yeux et vous faire traverser, bourrer les Champs-Élysées à 4h30 du matin, c'est pas sûr que vous mourriez. Vous pouvez passer là. Il y a une grande incertitude. Mais je suis pas sûr que vous allez faire l'essai non plus. Si je vous dis, il y a une grande incertitude pour que la prochaine fois que vous monterez dans un avion, ce qui est très mal, vous avez compris à partir de maintenant, il y a une grande incertitude sur le fait que vous allez arriver vivant, vous n'allez pas prendre ça comme une police d'assurance. Hein. Donc en ce qui concerne le changement climatique, c'est pareil. Il ne faut surtout pas prendre la grande incertitude comme le fait qu'on ne risque rien. Une grande incertitude, c'est aussi une grande incapacité à mettre une borne supérieure au risque qu'on court. Il faut aussi le voir comme ça. Donc 2 degrés, c'est 3000. Ça veut dire qu'il nous reste 750, pour être précis, milliards de tonnes à émettre, alors qu'on en a déjà émis 2250. Donc je vais vous le redire autrement. Ça veut dire que la génération que vous représentez, vous avez le droit à votre vie durant, au tiers des émissions qu'ont eu vos grands-parents, leur vie durant, pour l'ensemble des hommes, alors que vous êtes 3 fois plus nombreux. C'est-à-dire que par individu, vous avez un crédit émission sur l'ensemble de votre vie qui est le 9e de celui qu'ont eu vos grands-parents. Voilà, c'est ça les 2 degrés. C'est évident, il y aura peut-être des questions sur le sujet, qu'aujourd'hui, la classe politique est totalement à l'ouest quand elle explique qu'on va régler le problème les doigts dans le nez tout en assurant la croissance économique et je sais pas quoi. Ils sont juste totalement à l'ouest. D'accord ? Soit ils n'ont pas fait de physique, soit ils en ont fait et ils se dépêchent de l'oublier pour les promesses électorales. Mais c'est évident que c'est juste inenvisageable. Hein ? Ça ne marchera pas. Pour les 2 degrés, ce qu'il faudrait faire, c'est diviser les émissions planétaires par 3 d'ici à ce que vous ayez mon âge. Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. Alors, on va voir d'un peu près d'où elles sortent, puis après je ferai une petite incursion sur le digital, et puis après je m'arrête. Voilà un camembert qui vous représente la totalité des émissions planétaires. Alors, 20% dans le camembert que je vous présente là sont le fait des seules centrales à charbon. Donc 20% des émissions de gaz à effet de serre, tout gaz confondu, c'est les centrales à charbon. Donc une des conséquences évidentes, si on est sérieux sur les 2 degrés, c'est qu'à partir de maintenant, on n'en construit plus une seule et qu'on a 30 ans pour dézinguer toutes celles qu'on a. Toutes. Pas, toutes. 7% des émissions planétaires, c'est les centrales à gaz et à fioul. 6%, c'est les cimenteries. Alors les cimenteries sont particulières dans l'industrie parce qu'il vous faut de la chaleur. Donc vous allez brûler des combustibles pour chauffer les fours. Un four, c'est juste un endroit dans lequel vous portez à très haute température du carbonate de calcium, donc CaCO3, que vous allez casser en deux en gardant CaO d'un côté, c'est-à-dire de la chaux vive, qui mélangée avec quelques poudres de perlimpinpin vous fera le ciment.
Et de l'autre côté, vous avez du CO2 qui fout le camp dans l'atmosphère. Donc un four de cimenterie, c'est un grand tube en métal, un peu gros, dans lequel vous rentrez votre carbonate de calcium, c'est-à-dire du calcaire, venant d'une carrière, avec quelques additifs. Vous faites tourner le four, vous chauffez très fort, et ça vous sort du clinker, qui ensuite deviendra du ciment. C'est pour ça que le ciment est très agressif. Pour ceux d'entre vous qui en ont déjà manipulé à main nue, vous avez vu que ça vous bouffait la peau, parce que ça contient de... En fait, c'est un composé de chaux vive. Cette réaction émet donc du CO2, et donc les cimenteries dans le monde, c'est 6% des émissions planétaires. La totalité des cimenteries dans le monde, pour vous donner un ordre de grandeur comparatif, les Français, c'est 1,5% des émissions. Hein, donc les cimenteries, c'est pas rien. Le reste de l'industrie en émissions directes, c'est 12%, dans lesquelles les aciéries, à elles toutes seules, font aussi 4%. Hein, donc faire du béton et de l'acier, c'est 10% des émissions planétaires. Donc construire des logements partout, des villes et des ponts, ça émet. Les chaudières de bâtiments, c'est 6% en direct. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, parce qu'en France, c'est beaucoup plus que ça. Oui, la France est un pays des moyennes latitudes où on se chauffe. Tous les pays ne se chauffent pas. La France n'a pas de centrale à charbon, donc les 20% disparaissent, etc. Donc ces parts de camembert peuvent être différentes dans différents pays. Les transports, c'est 14, dans lesquels les voitures, c'est 6, les camions, c'est 4, et la marine et l'aviation, c'est 2, chacun. Ce que vous voyez là, c'est que par exemple, les cimenteries dans le monde, ça émet autant que les voitures particulières. Autant. Ce que vous voyez, c'est que les centrales à charbon émettent à elles seules plus que la totalité des moyens de transport. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut foutre la paix aux automobilistes, je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis juste en train de vous dire qu'il ne faut pas croire que dans cette affaire-là, il suffit de se concentrer sur un secteur en disant là j'ai un usage dont je vais m'occuper et ça règle le problème. Malheureusement, l'énergie a tout fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle est partout. Superman s'est invité partout. Nos esclaves mécaniques sont partout. Donc il va falloir s'occuper de tout. 20%, c'est l'alimentation. Alors, enfin c'est l'agriculture pour être plus précis. Et donc là, c'est essentiellement des émissions de méthane, la fermentation entérique, les rizières, et c'est aussi des émissions, alors là j'avais pas d'image sympathique pour vous montrer ce que c'est les émissions qui résultent de l'épandage des engrais par terre. Quand vous épandez des engrais azotés, vous avez une réaction de réduction qui se produit avec une partie des nitrates que vous mettez par terre, qui vous donne un gaz qui est le N2O, qui, soit dit en passant, est aussi le gaz hilarant. Donc, si vous, quand vous étiez petit, vous êtes allé vous faire arracher une dent, enfin, non pas arracher une dent, mais enfin, recoudre une joue parce que vous avez fait le zazou, on vous a fait respirer du protoxyde d'azote pour vous anesthésier. 10% des émissions, c'est la déforestation, qui est un processus amont de l'agriculture, puisque la déforestation vise essentiellement à couper des surfaces en forêt pour en faire des champs. Il fallait couper, les brûler, etc. Donc si vous n'aimez pas la déforestation, il y a deux sujets qui doivent vous préoccuper. Un, c'est le planning familial, parce que plus on est nombreux, plus on a besoin de surfaces cultivables. Et deux, c'est la quantité de viande qu'on mange par personne, parce que plus on mange d'animaux, et plus on a besoin de surfaces cultivées pour nourrir les animaux. Hein. Et enfin, les quelques pourcents qui restent, c'est des poudres de perlimpinpin d'hiver, le traitement des déchets, les fuites de chaînes du froid, etc. Et ben voilà, choisis ton camp, camarade. Hein, on prend ça et il faut le diviser par 3 en 30 ans. Où est-ce que je tape? Alors là-dedans, j'en arrive à la digitalisation. Est-ce que la digitalisation va nous aider à résoudre le problème? Alors dans un premier temps, elle l'augmente. Elle l'augmente parce que la digitalisation, c'est pas dématérialisé. À ce que je sache, ça c'est parfaitement matériel. Mon smartphone, qui est dans l'occurrence un dumbphone, est parfaitement matériel, et les éléments de réseau que vos prédécesseurs ont installés partout chez Orange et chez leurs petits copains sont parfaitement matériels. Et les data centers sont parfaitement matériels, et les centrales électriques qui permettent de faire fonctionner tout ça sont parfaitement matérielles. Donc c'est pas du tout dématérialisé. C'est une escroquerie de dire que c'est dématérialisé. C'est un autre substrat que le papier et les imprimeries. Alors pour faire ce substrat, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, vous avez 20 à 40 métaux par engin que vous allez trouver dans le monde du digital. Dans un ordinateur, là, vous êtes plutôt plus proche de 40, dans un smartphone. Donc ces métaux, il faut aller les chercher. Donc il faut des mines. Il faut de la chimie, du verre, de l'acier, etc. Donc il faut fabriquer des matériaux de base. Il faut des produits dérivés du pétrole, donc il faut de l'exploitation pétrolière. Ça, c'est les vitres. Il faut de l'eau purifiée dans certains endroits, donc aussi une machine à purifier de l'eau. Il faut des chaînes d'assemblage. Il faut construire les boîtes dans lesquelles on fait tout ça. Il faut transporter les trucs intermédiaires. Il faut lancer des fusées Ariane. Il faut. Donc en fait, il faut
plein de trucs extrêmement matériels pour que le système fonctionne. Le résultat des courses, c'est que quand vous fabriquez un ordinateur, aujourd'hui, vous émettez une demi-tonne de CO2 dans l'atmosphère. Plus la diagonale d'écran est importante, plus les émissions par fabrication, par ordinateur fabriqué sont importantes. C'est exactement pareil pour les écrans connectés. Plus la diagonale d'écran est importante, plus les émissions de fabrication sont importantes. Et quand vous regardez d'où viennent, vous avez également des métaux, comme vous pouvez le voir. Quand vous regardez d'où viennent les émissions du système, en fait, elles viennent pour moitié au plan mondial de la fabrication des composants, les téléphones, les ordinateurs, les écrans connectés, et pour moitié du fonctionnement de cet ensemble. Alors en France, la proportion n'est pas du tout la même, parce qu'en moyenne mondiale, je vous l'ai dit tout à l'heure, 65% de l'électricité est fossile. C'est pas vrai en France. En France, c'est quelques pourcents d'électricité qui sont fossiles. Donc le fonctionnement est essentiellement décarboné. La fabrication, non. En France, pour un engin comme ça, le ratio entre fabrication et fonctionnement, c'est 100 à 1. Donc en France, si on veut être sobre sur le plan numérique, la solution est extrêmement simple. On achète le moins souvent possible ordinateur, smartphone et écran, et le plus petit possible. Voilà, c'est une simplicité biblique. C'est pas vraiment ça qu'on va vous encourager à faire pendant vos études, mais c'est très exactement ça qu'il faudrait faire. Et vous voyez que la vertu n'est pas en vue, puisque les émissions de fabrication, là on prend l'exemple d'un constructeur bien connu, ont tendance à augmenter par terminal avec le temps. Le numérique est une des rares industries dans le monde dans lequel le contenu carbone d'un dollar de vente augmente avec le temps. Il ne diminue pas, il y a zéro efficacité avec le temps, il augmente. Et si j'agrège toutes les émissions de fabrication et de fonctionnement du numérique, voilà à quoi ça ressemble. Donc là-dedans, je mets encore une fois la fabrication des réseaux télécoms, leur maintenance, le fonctionnement des réseaux télécoms. Je mets la fabrication des terminaux, donc encore une fois, smartphone, ordinateur, écran. La fabrication des serveurs de l'autre côté et le fonctionnement des serveurs. Tout ça, eh bien, il y a quelques années, c'était équivalent aux émissions du transport aérien. Aujourd'hui, c'est équivalent aux émissions de la flotte mondiale de camions, 4% des émissions mondiales. Et au train où ça va, d'ici quelques années seulement, ça sera équivalent aux émissions de la flotte mondiale de voitures. Si vous appelez ça du développement durable, moi je veux bien. Moi non. Pas du tout. C'est pas du tout durable. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Il n'y a rien de moins durable que ça. Hein ? Donc, la digitalisation aujourd'hui, c'est un inducteur de flux. Par ailleurs, il y a une deuxième raison pour laquelle c'est un inducteur de flux, que vous allez comprendre très simplement. Si demain matin, je supprime d'un coup de baguette magique tous les ordinateurs dans le monde, alors vous allez vous emmerder parce que vous ne pourrez plus regarder vos smartphones en conférence. Mais à part ça, eh bien, est-ce que vous pensez que le trafic aérien reste au niveau auquel il est aujourd'hui? Est-ce qu'on sait gérer le trafic aérien mondial aujourd'hui sans ordinateur? Évidemment que non. Est-ce que je sais gérer aujourd'hui la totalité des usines mondiales avec leur flux juste à temps sans ordinateur? Évidemment que non. Est-ce que je sais gérer tous les robots de production de toutes les usines sans ordinateur? Évidemment que non. Ce tout petit raisonnement très simple vous permet de comprendre que l'informatique, le digital, dans le monde globalement, est un facilitateur de l'augmentation des flux et pas du tout un économiseur de flux. C'est pas du tout quelque chose qui sert à être globalement sobre. C'est quelque chose qui sert à augmenter la quantité de flux qu'on gère. Hein? Donc aujourd'hui, le digital... Non, je suis désolé de vous dire ça au début de vos études. Maintenant, vous pouvez plus changer d'avis. Tant pis pour vous, vous aviez qu'à faire 5,5. Mais le digital, aujourd'hui, n'est pas du tout, j'insiste là-dessus, quelque chose qui permet de rendre le système productif mondial plus sobre. C'est quelque chose qui le rend plus gourmand. Parce que plus potent, plus capable de gérer des grands flux. Hein. Par ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une quarantaine de métaux différents dans un ordinateur ou un smartphone, et ces métaux sont présents à des concentrations telles, une fois qu'ils sont dans l'appareil, que leur recyclage est un tout petit sujet. Théoriquement, on peut recycler n'importe quoi tant qu'on n'a pas de problème d'accès à l'énergie, puisque c'est quoi le recyclage? C'est de l'énergie. C'est utiliser de l'énergie pour séparer physiquement ou chimiquement l'élément qui vous intéresse de tout le reste. Donc si vous n'avez pas de problème d'accès à l'énergie, vous pouvez tout recycler indéfiniment. C'est juste pas un sujet. Vous séparez, d'accord? Au besoin, vous passez tout dans un spectromètre de masse et vous récupérez les atomes un par un. Il n'y a juste pas de problème. Bah oui, si vous avez une énergie infinie,
et vous avez une infinité de spectromètres de masse. Donc il n'y a pas de problème, vous séparez tout. Mais comme on n'a pas une énergie infinie, en fait, on ne recyclera pas la totalité de ce qu'on met aujourd'hui dans les appareils électroniques. Et vous avez ici vous avez une personne qui travaille là-dessus, pas très loin d'ici, à Jussieu, la José Alloy, au LID. Et là, vous avez ici un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui vous donne le taux de recyclage pour un certain nombre de matériaux dans le monde. Et vous voyez qu'une partie des matériaux qu'on utilise dans les smartphones sont dans les cases rouges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux de recyclage, il est quasi nul. Et enfin, dans les autres trucs qui sont pas vraiment durables, c'est que l'espérance de vie d'un smartphone, c'est 18 mois. Donc en gros, 18 mois séparent le moment, ou alors un peu plus, parce qu'il faut entre le moment où vous êtes là et le moment où vous êtes là. Donc c'est pareil. Il n'y a rien de moins durable. Et puis aujourd'hui, les fabricants mettent beaucoup d'ingéniosité à faire en sorte que les trucs tombent en panne le plus vite possible. Donc enfin, juste pas durable du tout. Voilà, j'ai quasiment terminé cet exposé. Je vais quand même finir avec une petite touche d'espoir. Admettons que les Européens se disent « Bon, très bien, on est profondément dans le caca. » Sauf que nous, les Européens, on a un avantage dans ce caca, c'est que la contrainte physique, on connaît ça depuis plus longtemps que les autres. L'Europe a connu la famine, la maladie, bref, tout un tas de limites physiques qui nous sont familières. On a un grand concurrent dans le monde qui s'appelle les États-Unis, qui est le pays de l'absence de limites. D'accord, nos limites. Et du reste, tout le pays a été construit pour que chacun puisse compter sur ses propres forces, puisque comme vous êtes dans un pays sans limite, de toute façon, tout le monde a accès à autant de ressources qu'il veut. Donc vous allez quelque part, vous vous installez, vous tuez les Indiens, vous prenez la terre, vous creusez dans la mine, vous prenez l'or, enfin voilà. On est face finalement à un monstrueux problème d'optimisation sous contrainte. Or, il se trouve que l'optimisation sous contrainte, c'est une des forces de notre pays. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout faire bien, mais il y a un truc qu'on fait pas mal, c'est ça. Et à ce moment, on se dit, bon, très bien, on oublie les problèmes de croissance infinie, là, de toute façon, on l'aura pas. Ça va poser quelques tout petits sujets. Par exemple, les dettes seront pas remboursées, enfin, elles seront pas remboursées au nominal, c'est pas grave. Donc, ceci étant, c'est déjà ce qu'on voit apparaître, hein. La contraction énergétique européenne engendre déjà des taux négatifs, comme au Japon, comme dans une partie des pays du monde où aujourd'hui l'économie ne croît plus, ou en tout cas plus à la bonne vitesse. Donc de toute façon, les rentiers, c'est-à-dire vos parents qui ont de l'assurance vie, seront tondus, mais autant qu'ils le soient pour des raisons utiles. Donc on dit, bah, très bien, on oublie, c'est pas ça le sujet. À ce moment, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Au Shift Project, on a travaillé sur un programme en 9 axes. Et soit dit en passant, il y a le président d'un grand syndicat professionnel en France, qui est l'Union des industries métallurgiques et minières, qui a dit à peu près la même chose que nous dans une tribune dans Les Échos il y a quelques jours. Je suis resté assis sur ma chaise. Il a dit on a besoin de remettre en place une commission de planification, donc en gros le plan, truc qu'on a été très bon, hein, qui donne des perspectives de long terme, filière par filière, pour que les gens sachent quoi faire. Sous-entendu, même s'il y a une contrainte, au moins qu'on comprenne pourquoi celle-là et qu'on la mette dans la durée. Alors, si on se place au niveau européen, parce que c'était ça, notre cahier des charges, voilà ce qu'il faut faire. 1, on ferme toutes les centrales à charbon. Fermer toutes les centrales à charbon, le mode le plus économique pour les remplacer, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui, s'il y a des questions, c'est de remplacer ça par du nucléaire. C'est beaucoup plus économique que de remplacer ça par des modes qui sont non pilotables. Parce que le mode non pilotable, comme les gens ont la mauvaise idée de consommer de l'électricité, même la nuit et même quand il y a des anticyclones, il vous dit pas toute l'histoire et c'est l'intermittence induite dans le système qui devient indémerdable. Hein, c'est ça le problème. La deuxième chose, c'est qu'il faut contracter la quantité de transport individuel que nous utilisons, c'est-à-dire moins de voitures, les faire beaucoup plus petites et beaucoup plus légères. Donc en gros, il faut faire des voitures de 500 kg qui consomment 2 litres au 100. Et derrière, on les passera à l'électrique, ça sera très facile. Si on commence par faire des chars de 2 tonnes à l'électricité, on va perdre la partie. Il faut également augmenter la quantité de services mutualisés. Alors ça peut être du covoiturage, des transports en commun, du train, etc. Enfin tout ce qui permet d'être plusieurs dans un véhicule. Il y a un petit truc qui est essentiel pour la paix en Europe selon nous, c'est qu'avec de moins en moins de pétrole, vous aurez de moins en moins d'avions, ça va bien finir par arriver un jour. Et à ce moment, pour conserver des échanges entre pays, parce que c'est effectivement les échanges entre pays qui permettent de stabiliser la paix, il faut avoir des trains. On avait des trains très performants à un moment, donc il faut redévelopper les trains.
Ensuite, on a un tout petit sujet dans l'industrie, faire 3 fois moins d'émissions de CO2 dans le ciment, à part fabriquer 3 fois moins de ciment. Enfin, si, on peut en fabriquer que 2 fois moins, mais je veux dire, à un moment, on tombe sur des asymptotes en ce qui concerne ce qu'on est capable de gagner en rendement physique. Hein. Donc, on va avoir besoin de faire mieux avec moins. Ce qui veut dire qu'on fabriquera moins d'objets, ils seront plus réparables, du coup les parcs se renouvelleront moins vite, donc le progrès technique diffusera moins vite, ça c'est un truc qu'il faut bien garder en tête. Et la structure des métiers changera, exactement comme quand j'étais jeune, il y avait des tas de gens qui savaient réparer des tas d'objets qui aujourd'hui ont disparu parce qu'on fabrique, on jette. Hein, parce que l'énergie abondante fait que c'est pas intéressant de réparer des machins, c'est plus intéressant de fabriquer, jeter, et puis en plus comme ça la nouveauté est là plus vite. Hein. Si l'espérance de vie de votre smartphone était de 20 ans et pas de 18 mois, vous auriez l'air d'une andouille parce qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté un an après vous, qui pendant 19 ans a un truc qui est mieux que le vôtre. Dans le bâtiment, il faut s'occuper de rendre les bâtiments compatibles avec la quantité d'énergie dont on va disposer, c'est-à-dire pas beaucoup. Donc il faut les protéger du froid et de plus en plus du chaud. Pour ceux d'entre vous qui ont passé le mois de juillet à Paris, il y en a peut-être un certain nombre d'entre vous qui auraient préféré habiter ailleurs. En tout cas, je peux vous dire que dans les gens qui travaillent chez moi, il y en a qui sont dans ce cas-là. C'est-à-dire ils ont même carrément pas pu rester chez eux, ils habitaient en dernier étage ou je sais pas quoi. Donc on va avoir un sujet sur le froid, certes, mais on va de plus en plus avoir un sujet sur le chaud. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avec l'inertie du système, la canicule de juillet dernier, nous n'avons encore rien vu par rapport à ce qui sera la normale dans 50 ans. Hein ? Nous n'avons encore rien vu par rapport à ce qui sera la normale dans 50 ans. Pareil en ce qui concerne les bâtiments d'activité. Donc il faut s'occuper des bâtiments tertiaires et d'activité. Il faut redévelopper la forêt. Et d'une manière générale, il faut s'occuper des ressources biologiques de façon beaucoup plus sérieuse qu'on ne le fait aujourd'hui. Ça veut dire remettre du monde dans l'agriculture. Le prix de la bouffe augmentera, ainsi soit-il. Il faut donc beaucoup mieux capter ce potentiel photosynthétique que nous avons aujourd'hui. Et enfin, comme le cheptel bovin est à la fois une source de pression agricole et une source d'émissions directes, il faut beaucoup moins de vaches. Donc en gros, il faut diviser le cheptel bovin par 2 à 3. Mais comme les éleveurs font un métier beaucoup plus difficile que vous, que je veux pas leur mort, ça veut dire aussi qu'il faut revenir à des systèmes de prix encadrés. Et donc, je vais finir sur quelques mesures transverses. Le tout marché partout, ça marche pas. Penser qu'on va investir sur 50 ans sur la base des prix de la semaine dernière, c'est un leurre, c'est une illusion. Je pense qu'il faut supprimer la cotation en continu des entreprises. Donc, tous ceux d'entre vous qui rêveraient d'aller dans le système informatique d'une banque, ils auront beaucoup moins de jobs. Je pense que c'est indispensable de faire ça. Il faut supprimer les comptes trimestriels aussi, typiquement des trucs qui servent qu'à mettre de la volatilité partout. Voilà, donc il n'y a pas que des mesures techniques qu'il faut faire, il y a aussi un certain nombre de... Enfin, c'est toujours des mesures techniques, mais c'est des mesures organisationnelles. Donc, ce que je suis en train de vous dire, vous comprenez que ça s'appelle un programme politique. Donc, j'ai aucune intention de me présenter aux élections, mais vous comprenez que ça s'appelle un programme politique puisque c'est holistique. L'énergie ayant tout fait, s'occuper sérieusement de transition, c'est s'occuper de tout. Tant qu'on pensera qu'il suffit de nommer un ministre un peu sympathique et de le foutre dans un coin en lui disant « fais-moi 3 trucs et 2 éoliennes pour que je sois populaire dans les colonnes de journaux », on passera à côté de l'essentiel du problème. En fait, on passera à côté de la totalité du problème. Donc c'est pas un problème de ministre cette affaire, c'est un problème de président. Voilà, j'ai terminé.